Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à cet atelier sectoriel dédié au métier du numérique. Organisé par Pôle emploi, il est construit en partenariat avec Laurence Dalla Libera du Conseil régional, Thierry Von Felt, délégué régional Numéum, président de la commission régionale emploi-formation professionnelle de la branche, président numérique emploi Grand Est, et il est destiné autant aux collaborateurs de Pôle emploi qu'aux acteurs du service public régional de l'orientation. Donc, je suis Laurence Maréchal, chargée de relations partenariales au sein du service partenariat à la direction régionale de Pôle emploi Grand Est. Nous voici aujourd'hui réunis pour cette 13e animation sectorielle qui est donc consacrée au secteur du numérique. Nous avons inscrit cet atelier sectoriel dans cette 4e édition nationale de la Semaine des métiers du numérique qui se déroule donc jusqu'au 28 janvier 2022. Et c'est véritablement l'occasion de valoriser et de promouvoir les métiers de ce secteur et les formations qui permettent d'y accéder, de montrer les outils et les secteurs innovants à travers des actions qui sont organisées sur les différents territoires et dans les différentes agences de Pôle emploi. Donc, notre atelier d'aujourd'hui s'inscrit effectivement dans cette série d'actions qui sont nombreuses et organisées dans tout le Grand Est. Il y a également des job dating, des ateliers découvertes, des visites d'entreprises ou d'organismes de formation. Et donc aujourd'hui, ce webinaire. Les métiers du numérique recrutent, ce n'est pas nouveau. Ce secteur est en forte tension de recrutement. De plus, donc, Pôle emploi, nous avons lancé un marché de formation inclusive aux métiers du numérique. Nous vous en parlerons un peu plus loin. Donc, nous vous proposons également de nombreuses sessions de formation conventionnées dans le domaine du numérique. C'est vrai qu'au vu de l'importance de ce secteur, nous avons choisi à Pôle emploi et Numérique Emploi de rédiger une convention de partenariat pour asseoir justement ce partenariat et différentes actions. Donc, on vous en parlera aussi un petit peu plus tard. Donc, nous sommes très heureuses de vous accueillir aussi nombreux. C'est vrai qu'il y a un record de participants, puisque nous sommes pratiquement à 300 participants sur les 400 inscrits. Et donc, on voit véritablement que ce secteur suscite l'intérêt. Le numérique, ça recrute. Et donc là, on le voit bien que ça intéresse de nombreuses personnes. Donc, quelques petites informations techniques. Donc, vos micros sont désactivés, mais vous pouvez intervenir à tout moment via le chat sur le côté de votre écran. Vous pourrez poser des questions. Donc là, il faut utiliser véritablement le canal questions. Et vous pouvez aussi liker les questions qui vous semblent les plus importantes et pertinentes, de façon à ce qu'on puisse mesurer le degré d'intérêt et répondre aux questions au fil de l'eau. Nous vous mettrons à disposition le support de présentation, aussi bien dans le portail orientation de l'intranet partenariat, de l'intranet orientation, dans les jours suivant l'atelier, mais il sera aussi dans l'espace Lorfolio Pro du Conseil régional. Donc, ce webinaire est bien sûr enregistré. Un sondage sera lancé vers 15h45 sur votre appréciation générale, justement pour savoir un peu plus de choses par rapport à ce que vous avez pensé de cet atelier. Merci de prendre quelques instants pour y répondre avant de vous déconnecter. Je laisse la parole maintenant à mes collaboratrices et notamment à Laurence Dalla Libera du Conseil régional pour la partie consacrée à la professionnalisation des acteurs du SPRO. À toi, Laurence. Oui, bonjour à tous. Simplement pour vous rappeler comme on le fait habituellement, donc que ces ateliers, voilà, qu'on organise en collaboration avec Pôle emploi, s'inscrivent nous dans notre action de professionnalisation des acteurs de l'orientation, de la formation, de l'insertion, donc au sens large du SPRO. Et donc la région met en place un programme plus large que ces ateliers sectoriels de professionnalisation des acteurs autour d'actions d'accompagnement aux pratiques de l'orientation,
avec un partenariat qu'on a également avec la GFIP autour d'actions de sensibilisation à la problématique du handicap. Donc voilà, je vous ai mis le lien sur cette slide pour vous rendre et vous avez tous, bien sûr, ces actions sont gratuites. Vous pouvez simplement sur simple inscription y participer. Donc n'hésitez pas à aller voir ce programme de professionnalisation, vous inscrire sur les actions qui se passent dans ces conditions, dans cette période de sanitaire, souvent à distance, qui peuvent être délocalisées également sur les territoires. Donc voilà, c'est tout à fait dans notre rôle et dans notre compétence de professionnalisation des acteurs que s'inscrit cet atelier. Je repasse la parole à Marie-Luce. Merci Laurence. Bonjour, bonjour et bienvenue. Donc Marie-Luce Fernandez, je travaille au sein du service orientation de Pôle emploi à direction régionale. Simplement pour préciser effectivement que cet atelier, comme tous les autres, a pour vocation justement de contribuer à la professionnalisation de nos conseillers et psychologues du travail. C'est vraiment dans ce cadre-là que cette action s'inscrit. C'est difficile à dire. Pour aller vite, je vous présente le programme de l'atelier. Alors, on va démarrer avec Monsieur Vonfeld qui va nous expliquer le numérique, qu'est-ce que c'est, suivi d'un portrait du secteur et ensuite Julie Schrader de l'OPCO Atlas interviendra pour présenter parler formation initiale continue et surtout en alternance. Comme toujours, une table ronde avec des professionnels autour des métiers du numérique. Donc là, quelques professionnels vont venir sur scène pour parler de leur quotidien et parler de leur métier, nous aider à mieux les connaître. Et puis, ce sera suivi d'un témoignage qu'on a appelé un témoignage de territoire. Un collègue responsable d'équipe au sein du Pôle emploi du Haut-Rhin viendra nous parler de la mise en place d'une team numérique qui a été créée, va nous expliquer un peu ce qu'en est la finalité, les objectifs qui se sont fixés. Et puis, comme toujours, nous terminerons un peu au pas de charge pour vous présenter les ressources qui sont mises à votre disposition, autant par la branche professionnelle, le conseil régional que Pôle emploi. Et on vous donnera à voir ce que seront les futurs ateliers. Voilà pour cette présentation. Je passe la parole donc à Thierry Vonfeld pour une présentation du secteur. À vous, Monsieur Vonfeld. Avec un micro allumé. On ne vous entend pas, Monsieur Vonfeld. Excusez-moi, j'avais coupé le micro. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Sans plus attendre, comme annoncé, je vous propose une petite explication sur le numérique, parce que le numérique, il est partout dans tous les secteurs, dans beaucoup de métiers. Donc, lorsqu'on parle de métier du numérique, ça nécessite un éclaircissement que j'ai un peu simplifié, parce qu'il y a plus de 82 ou 90 métiers dans le numérique, donc ce n'est pas forcément simple de s'y retrouver. Donc, sur le haut de cette présentation, j'ai mis quelques exemples d'usages numériques que vous reconnaîtrez, tout ce qui est productivité individuelle ou collaborative, typiquement des outils comme Office 365, PowerPoint, Excel, Livestorm que vous utilisez actuellement ou tout un tas d'autres outils, ça rentre dans cette catégorie-là, de gestion de projet, de partage de tâches, et bien, évidemment les logiciels de gestion d'entreprise, de gestion de moyens de production. Alors, ce qu'on appelle l'informatique embarquée, on y reviendra un peu plus tard, qui est très important et qui prend beaucoup d'ampleur, notamment dans notre région, puisqu'on est quand même la deuxième région industrielle de France. Ce qu'on appelle l'informatique embarquée, c'est l'informatique qu'on ne voit pas, qui est à l'intérieur de votre brosse à dents connectée, de votre voiture, du TGV, des fusées, enfin tout un tas de choses, des machines-outils, etc., etc. Des puces électroniques qui sont un peu partout pour gérer un certain nombre de choses qui sont connectées ou pilotées. Tout ce qui est diffusion d'informations, comme les sites web, les réseaux sociaux, les blogs, évidemment les jeux, qu'ils soient sérieux ou ludiques, etc. etc. Et en dessous, j'ai voulu illustrer un petit peu tous ces usages numériques. Où est-ce qu'on peut les retrouver? On les retrouve dans les applications mobiles, sur les smartphones, les tablettes ou bien d'autres dispositifs qui naîtront dans les années à venir, comme les lunettes connectées, etc. etc. Bien sûr, des PC, des serveurs. Il y a tout ce qui est ce qu'on appelle maintenant les services Internet ou les plateformes, typiquement Doctolib, que tout le monde doit connaître plus ou moins, c'est ce qu'on appelle une plateforme. Donc, des plateformes qui permettent de faire de l'intermédiation, de la vente, du SAV, etc., etc.
de l'e-learning, hein, voilà. Et puis tout ce qui est support multimédia, des vidéos ou autres. Voilà, c'est un peu les supports. Et en haut, en bleu, donc tout ça, ce sont en fait les métiers qui utilisent ça, c'est ce qu'on appelle les utilisateurs des usages ou des outils numériques. Ce ne sont pas les métiers du numérique, ce sont les gens qui utilisent le numérique. Donc il y a bien une distinction, notamment dans les formations, entre savoir utiliser le numérique, savoir se servir d'Internet, d'un tableur, d'un éditeur de logiciels comme Word ou autre, ou d'une application informatique ou autre, de gérer un site web. On y reviendra, ça fait partie des usagers du numérique et pas des métiers du numérique tels qu'on les entend. Qu'ils soient dans notre secteur ou pas, ce qui me permet d'écrire la deuxième partie de cette planche, qui est maintenant les types d'entités qui vont recruter des gens dans les métiers du numérique. Et on va faire une distinction entre, effectivement, d'un côté, les directions de systèmes d'information, direction informatique, peu importe les noms, de tous les secteurs, y compris le secteur numérique, bien sûr, pour faire vivre le système d'information de l'entreprise, et les entreprises du secteur numérique qui, elles, produisent. Donc tout ça, globalement, ce sont des gens qui font de l'architecture, qui conçoivent, qui réalisent, qui installent ou qui intègrent du logiciel ou du matériel et qui exploitent le numérique. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les métiers du numérique. Et dans le secteur numérique, on fait une distinction entre les éditeurs de logiciels et les plateformes cloud, qui donc mettent à disposition des logiciels prêts à l'utilisation, soit installés dans une entreprise, soit dans le cloud, d'où le nom des plateformes, ou les entreprises de services du numérique, donc les gens qui font du conseil, qui accompagnent les entreprises, qui font des travaux dans les entreprises sur le numérique. Et puis la dernière catégorie qu'on appelle l'ingénierie et le conseil en technologie, qui est une forme d'entreprise de services du numérique plus orientée sur les technologies et donc l'informatique embarquée. Donc des gens qui conçoivent par exemple l'électronique et les logiciels qui sont sur les cartes électroniques dans des machines-outils ou dans le TGV, etc. Voilà, pour une précision un peu sur la différence entre les métiers du numérique, avec le secteur du numérique qui va représenter dans les 5 ans à venir 50% des recrutements et des emplois des métiers du numérique en sens large, alors qu'aujourd'hui, nous sommes à 40%. Et donc, à l'inverse, c'est entre guillemets au détriment, si je puis dire, des autres secteurs qui pèsent 60% aujourd'hui, qui ne pèseront plus que 50% dans les 4 années à venir, tout simplement parce que de plus en plus d'entreprises externalisent leurs fonctions informatiques et les confient à des professionnels du secteur numérique que je viens de résumer. Ce que j'ai mis ici en noir sur la droite, ce sont des domaines ou des secteurs qu'on a tendance à considérer comme dans les métiers du numérique alors qu'ils ne le sont pas. Tout ce qui est infrastructure de support au sens des opérateurs de télécommunications, il y a une branche professionnelle des télécommunications, ce ne sont pas des métiers entre guillemets au nom de stricto sensu du numérique. Ils peuvent utiliser du numérique dans leur technologie, mais avant tout sont des gens très spécialisés sur de la fibre optique, des réseaux satellitaires, etc. Ce n'est pas du tout dans les métiers du numérique, c'est d'autres codromes d'ailleurs. Et les agences marketing et communication, qui souvent sont à cheval entre les deux, parce que certaines font des sites web, donc c'est ce qu'on appellerait des agences web qui sont dans les entreprises de services du numérique, les ESN, mais qui font aussi beaucoup de choses qui utilisent le numérique, comme faire des flyers, des paquets de présentation, des vidéos ou autres, mais ça, ce sont des gens ou du community management sur des sites web, ce sont des gens qui utilisent les outils numériques et qui ne sont pas forcément dans les métiers du numérique. Voilà, pour clarifier un petit peu. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas, on va me prévenir. Je ne vais pas détailler ce slide, vous l'aurez dans les supports. J'ai fait un petit exercice pour donner quelques exemples d'activités du numérique dans les fameux secteurs du numérique ou les DSI. Voilà, pour vous donner un peu d'éléments de langage, si vous discutez avec des jeunes ou des demandeurs d'emploi qui parlent de différentes activités au métier, ça vous donne effectivement une visibilité. Alors, on complétera probablement dans les semaines ou mois à venir ce travail-là avec tous les métiers qui se raccrochent à chacune de ces lignes-là. Voilà, pour vous éclairer un petit peu par rapport à tous nos métiers. Ce qui est important, je les ai regroupés là en 5 familles métiers, c'est de voir effectivement que pour s'y retrouver, il y a en gros 5 grandes familles métiers dans les métiers du numérique. Il y a tout ce qui est ingénierie et intégration de solutions logicielles, donc les gens qui conçoivent, qui développent, qui testent, qui définissent l'architecture des logiciels, ou des gens qui aident un client ou une société à installer un progiciel, comme un logiciel de gestion par exemple, ou un logiciel de comptabilité, de paye, de stock, etc. ou d'autres logiciels, des logiciels d'analyse médicale, enfin dans tous les secteurs, ce qu'on appelle des consultants progiciels ou des développeurs autour d'un progiciel. C'est un métier quand même spécifique puisqu'on ne part pas de zéro, il faut connaître le progiciel qu'on veut installer et aider à installer chez le client pour pouvoir faire ce métier-là.
Les intégrateurs web que je mets un peu à part, donc ce sont ceux qui font les sites web ou les sites d'e-commerce. C'est vraiment des métiers spécifiques par rapport au métier, par exemple, de concepteur-développeur. Un nom un peu barbare, UX et UI, alors ça veut dire User Experience, User Interface. En gros, ce sont les gens qui définissent la manière dont on va interagir avec un logiciel pour que ça soit le plus fluide possible, le plus beau possible, qu'on n'ait pas 37 000 clics à faire, que ça soit ergonomique. Voilà. Ce n'est pas que de l'infographie et de la couleur et autres. Hein. C'est tout un métier de dire comment on navigue dans un logiciel pour que ça soit le plus intuitif possible. C'est des métiers de plus en plus importants et essentiellement pour les éditeurs de logiciels ou les gens qui mettent leur logiciel dans le cloud. Et puis des développeurs autour de l'IA ou autre. Bon, je ne vais pas tout détailler. Il y a de toute façon dans les ressources des sites de la branche qui définissent en partie ces métiers-là. L'infrastructure et production informatique est la deuxième grande famille du numérique. Je les ai mis en gros dans l'ordre d'importance des recrutements, et notamment dans la région Grand Est. Infrastructure et production informatique, c'est tous les gens qui s'occupent des infrastructures techniques, donc les réseaux, qu'ils soient locaux ou qui permettent de communiquer en intersite, les serveurs, les bases de données. Alors bien sûr, le cloud, si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que c'est assez différent. Quand on se forme à administrateur système réseau, quand les machines sont installées sur site dans une entreprise, ce n'est pas la même chose que de les piloter, de les administrer dans le cloud. C'est des métiers assez différents et donc il faut des compléments de formation pour arriver à être administrateur cloud et c'est un métier qui est de plus en plus en demande, que de plus en plus d'entreprises consomment dans le cloud. Les analyses cybersécurité, Damien en parlera, je ne vais pas détailler, les architectes techniques ou tout ce qui est métier de proximité, de support, conseiller helpdesk, technicien de proximité, alors qui sont aussi demandés, alors un peu moins avec l'ère du cloud, mais qui restent quand même des métiers. Voilà, les autres métiers sont sont soit plus récents, comme tous les métiers autour de la gestion et de la valorisation des données, hein, data scientist, data analyst. Il y a un marché qui commence à croître, mais pas encore énormément dans notre région. Et puis tout ce qui est chef de projet ou autre, qui nécessite plutôt avoir des années d'expérience dans le numérique avant de pouvoir accéder à ces métiers-là, ou alors d'avoir été chef de projet dans un autre secteur et recontextualiser ses compétences de chef de projet dans un secteur comme le numérique. Voilà, pour redonner les grandes lignes des grandes familles de quelques noms métiers qui se cachent derrière ces familles métiers du numérique. En termes de développement économique de notre secteur, quelques chiffres, je ne vais pas détailler. En fait, on voit que la reprise est là depuis la fin 2021 avec un résultat plus haut que ce qu'on pensait avec la crise et qui va s'accélérer en 2022 et restera toujours en croissance en 2023, probablement un peu plus faible qu'en 2022. Enfin, ça, après, c'est un peu boule de cristal. En tout cas, c'est pour les 5 à 10 ans à venir, le numérique va continuer à recruter de manière importante vu la croissance des différents segments d'entreprises que je vous ai cités tout à l'heure, notamment les éditeurs et les plateformes cloud qui ont toujours une croissance très importante ces dernières années. Donc forcément, si le business se développe, l'activité se développe, le recrutement va avec. C'est ça un peu le message de ce slide. Là, il y a quelques tendances sans les décrire qui donnent quels sont les usages numériques, comme je les ai un peu décrits avant, qui sont les plus en croissance, puisque vous voyez que la moyenne était à 6% en 2021, 7% en 2022. C'est-à-dire que tout ce qui est au-delà de cette moyenne-là sont des usages qui tirent la croissance vers le haut et donc qui recrutera plus que les autres métiers ou avec une croissance de recrutement plus importante. Alors après, en volumétrie, pas forcément, puisqu'il y a quand même les développeurs logiciels qui représentent une part importante et je pense qu'on le voit dans juste le slide d'après celui-là. La prévision de recrutement national est 232 000 emplois jusqu'en 2027. Donc, si je fais une moyenne lissée, parce que je n'ai pas de boule de cristal pour savoir année par année comment ça se traduira, ce sera plutôt un effet d'ISO. Ça fait quand même 38 000 par an. Et il faut savoir que ça représente 2 fois plus que ce qu'on recrutait dans les 10 dernières années. Donc, si je projette ça sur le Grand Est avec un certain nombre de métriques que j'ai mis dans le slide, c'est-à-dire qu'en gros, tout secteur confondu, le recrutement va représenter 2000 recrutements par an dans le Grand Est, dont la moitié dans le secteur numérique. Donc, ce qui fait une création nette d'emplois d'environ 75% de ça, puisqu'il y a forcément des remplacements, des parts en retraite, voilà, il y a un peu de rotation entre entreprises. Donc, c'est quand même assez important, à comparer d'ailleurs avec les 4000 et quelques demandeurs d'emploi qui se raccrochent à des codromes des métiers du numérique. Ça peut paraître bizarroïde d'avoir une création d'emplois importante et avoir autant de demandeurs d'emploi, d'autant que le nombre de demandeurs d'emploi a accru ces 10 dernières années. Et la raison principale est simplement pour partie et pour une grande partie, l'obsolescence des compétences ou des gens qui n'ont pas plus les compétences en ligne avec les attentes du marché. C'est la raison principale. Hein.
qu'il y a. Et puis, un peu le fait que les entreprises cherchent beaucoup de gens expérimentés, notamment après la crise, parce qu'il faut rattraper les projets informatiques qui ont été retardés, arrêtés, ou ceux qui démarrent pour les entreprises qui ont vu les bénéfices du numérique. Et donc, ils voudraient des gens plus expérimentés pour faire avancer plus vite les projets. Ce qui n'est pas totalement vrai, parce que ce n'est pas le fait qu'on soit plus expérimenté qui fait avancer les projets si vite que ça. Mais bon, c'est une tendance qu'on a vue d'ailleurs, puisque les jeunes diplômés, il y avait quand même moins 4% d'offres d'emploi pour jeunes diplômés l'année dernière que ce qu'on voyait auparavant. Mais bon, on est toujours un secteur qui ne pose pas de problèmes fondamentaux sur le recrutement des jeunes diplômés. Là, vous avez la répartition de la demande, vous verrez les chiffres. Hein. C'est un message pour faire passer le fait que ça reste toujours l'ingénierie et l'intégration logicielle qui est le plus créateur d'emplois et qui recrute le plus, notamment dans la région Grand Est. C'est à peu près 60% de la demande. Et la deuxième famille métier, c'est tout ce qui est infrastructure et production informatique. Le reste, ça pèse quand même beaucoup moins. Donc, il faut être quand même assez focusé là-dessus, parce que les nouveaux métiers, certes, recrutent, mais pas dans une… Alors, recrutent avec une croissance importante, sauf qu'ils partent de zéro, alors que le développement logiciel ne part pas de zéro et recrute quand même toujours un nombre très important chaque année. Donc, c'est pour ça qu'on oriente plutôt un certain nombre d'actions sur ces deux familles métiers-là, par rapport notamment aux demandeurs d'emploi. Voilà, donc par rapport à tout ça, la stratégie de Numéum, qui est la chambre professionnelle du secteur numérique, c'est d'avoir classé effectivement ces problèmes de compétences comme grande cause nationale, parce qu'on manque cruellement de gens dans ce secteur. Donc, on a deux actions que je détaillerai rapidement juste après. Et puis, la création de l'association numérique emploi depuis déjà plusieurs années, que je présenterai, vous pourrez lire les slides après. Donc, en fait, on va dire pour le public scolaire et toutes les personnes qui accompagnent les parents, les conseils d'orientation ou autres, un plan est en cours de mise au point avec la région dans le cadre du code numérique qui va s'appuyer essentiellement sur des ateliers d'information et d'échange au niveau collège, classe de 3e et lycée, classe de seconde pour l'essentiel, pour avoir des témoignages avec des professionnels. Et puis, on va déployer dans le cadre d'un cofinancement avec notre co, des kits de jeux en réalité virtuelle, un escape game pour illustrer un petit peu ce que sont les métiers du numérique. Et puis, au travers de ce jeu, ça permet de voir un petit peu les tendances ou les aptitudes, c'est un grand mot, mais les sensibilités d'une personne sur les activités de tel ou tel métier. Vous voyez ce radar là en espèce de toile d'araignée qui, à l'issue du jeu, permet de voir est-ce que les gens étaient un peu plus attirés par des activités de type développeur ou data science. Voilà, c'est pas qu'un jeu ludique, ça peut donner aussi quelques exemples d'aide à l'orientation, en tout cas réflexion sur l'orientation. Voilà. Et puis évidemment des actions auprès de l'ensemble des écoles universités de la région pour leur expliquer comment notre monde évolue, comment les formations donc doivent évoluer pour être en phase avec les attentes des entreprises. Sinon, il y a un décalage qui fait que forcément l'offre n'est pas en phase avec la demande et que c'est ça qui génère une pénurie de ressources dans le secteur numérique. Sur le dispositif numérique emploi qui donc traite des demandeurs d'emploi. Alors j'y mets dedans évidemment les jeunes décrocheurs, puisque s'ils arrêtent leurs études de fait, ils sont peut-être pas toujours inscrits chez Pôle emploi, mais de fait ils sont quand même demandeurs d'emploi, même s'il faut qu'ils passent par des phases de formation. Mais ils sont sortis du système scolaire traditionnel. Et puis les personnes en reconversion professionnelle. Donc cette association qui est créée depuis plus de 5 ans avec un dispositif qui existe depuis plus de 7 ans a pour vocation effectivement d'aider ces personnes à aller vers les métiers numériques dès lors qu'elles y sont intéressées. Ce qui fait que ce dispositif permet d'apporter un complément d'accompagnement renforcé, individualisé, on le verra après, avec les structures qui accompagnent, telles que évidemment Pôle emploi, Mission locale, l'APEC, d'autres. Et pour les entreprises qui adhèrent à ce dispositif, d'être aidées dans leur recherche de candidats et d'avoir des dispositifs d'aide à la formation avant recrutement, comme on le verra après. Voilà, donc je ne vais pas détailler la gouvernance. Globalement, en gros, c'est piloté par la branche professionnelle des entreprises, Pôle emploi et la région, je fais court. C'est piloté à partir de cette année de manière territoriale, donc au plus près des bassins d'emploi avec un déploiement progressif. Et ça a des résultats assez satisfaisants, puisqu'on est entre 70 et 80% de taux de retour à l'emploi sur les candidats que nous accompagnons et qui suivent les parcours individualisés que nous leur proposons. Voilà, donc là, vous l'aurez dans les slides, tous les acteurs, l'URL, la chaîne YouTube sur laquelle on publie un certain nombre de ressources vidéo de présentation de métier pour ce dispositif. Le plus important, alors je suis désolé, c'est un peu touffu et il n'y a pas d'animation sur ce slide, mais vous allez suivre en partant d'en haut à gauche du candidat, puisque tout ça va expliquer rapidement ce qui arrive à un candidat.
Donc, le candidat qui s'intéresse au dispositif peut, à partir dans quelques jours, dès que notre site sera plus en maintenance, pourra créer directement son espace et son dossier de compétences de manière à ce qu'on puisse l'accompagner. Donc, si c'est quelqu'un qui a déjà fait du numérique, il suivra un entretien conseil, vous suivez les flèches bleues, qui va nous permettre d'évaluer son niveau d'employabilité et ensuite de publier son profil dans une base de données qui est préqualifiée, donc est consultée par les entreprises qui recrutent, et ce qui peut aboutir, si vous avez tout à droite du slide, à des entretiens et des fiches de suite. Nous analysons pour voir pourquoi les candidats sont ou pas recrutés, candidats ou candidates évidemment, et si elles ne sont pas recrutées, de revoir leur dossier, de les revoir en entretien conseil pour comprendre pourquoi ça ne marche pas, pour affiner leur projet professionnel ou leur donner des compléments. Donc, ce qui veut dire qu'ensuite, le bas du slide pour la couleur verte, c'est la commission d'adaptation et des compétences qui a pour mission de voir, alors notamment pour les gens qui n'ont pas du tout de connaissances numériques, ou pour ceux qui ont des difficultés, qui étaient dans le numérique, mais qui ont des difficultés à trouver un emploi et à être recrutés, de regarder quel plan d'accompagnement individuel on peut proposer en leur présentant un certain nombre de parcours qu'on construit avec eux et par rapport à un catalogue de formation labellisé, et de les faire passer un certain nombre d'évaluations avec des organismes de formation, mais aussi des entreprises qui parrainent ces candidats pour les prendre en stage pendant ce parcours individualisé. Et une fois que le parcours est terminé ou le plan individualisé est terminé, c'est là où on est dans ce taux d'insertion assez important dans les entreprises qui ont accueilli les gens en stage. Ou alors, si ce n'est pas recruté, c'est le boulot de l'association de regarder dans quel type d'entreprise ou quelle autre entreprise qui recherche des candidats à qui on peut présenter les candidats, ou de compléter éventuellement le parcours s'il y a encore des difficultés qui subsistent par rapport au recrutement. Voilà, ça s'explique en gros le rôle de la commission et de l'action de recrutement qui traite plutôt le haut du slide là, qui est en bleu, et la commission adaptation et développement des compétences qui traite le bas et qui notamment co-construit avec nos partenaires, notamment la région dans le cadre du PRF, où nous prévoyons les formations qui vont être nécessaires pour pouvoir accompagner les candidats. Voilà. Donc ça, vous avez le détail de l'explication de ces deux commissions dans les slides suivants. Je ne vais pas détailler, ça vous donnera des compléments d'information. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser là maintenant ou sur notre site web. Encore une fois, il devrait sortir de maintenance d'ici 3-4 jours puisqu'on a une grosse mise à jour en cours. Le type d'accompagnement des candidats, soit c'est des formations qui peuvent aller d'une durée plus ou moins longue selon les règlements de l'emploi, mais aussi des actions préalables à la recherche d'emploi, comme typiquement les deux cas les plus fréquents, préparation aux entretiens de recrutement ou formalisation du projet professionnel. Voilà. Et donc, c'est très individualisé puisqu'en fonction du candidat, on va le faire naviguer au travers d'une méthodologie qui s'appuie sur 4 niveaux de formation que je n'ai pas le temps de détailler là, évidemment, mais qui est assez souple pour faire amener le candidat le plus vite possible vers l'emploi. Et pour ceux qui ont des difficultés, de continuer à les accompagner pour leur donner, notamment au travers d'un dispositif qu'on appelle l'incubateur d'expérience qui va être lancé d'ici 2-3 mois pour acquérir de l'expérience, parce que les recruteurs aujourd'hui cherchent bien sûr un niveau d'études qui est à minima Bac+3, donc un licence pro ou un niveau 6, et un peu d'expérience. Et l'expérience, ça s'acquiert par la pratique, donc il faut qu'on trouve des moyens de donner un peu de pratique aux candidats pour pouvoir être recruté. Voilà, donc ça, c'est la méthodologie qu'on emploie. Je ne vais pas la détailler. Ça donne un exemple selon le niveau d'éloignement de l'emploi, de comment on peut enchaîner les 4 niveaux de type de formation pour arriver à un emploi et être accompagné par Numérique Emploi. Voilà. Les formations, évidemment, je disais tout à l'heure, elles sont labellisées. Donc, on a défini un label avec la région qui nous permet de dire parmi les formations qui sont achetées par nos partenaires, Pôle emploi, la région ou autre, quelles sont celles qu'on estime efficientes, c'est-à-dire avec des taux d'insertion à l'emploi assez élevés. Et nous mesurons le taux d'insertion à l'emploi, non pas en sortie de formation, parce que le vrai chiffre, c'est 3 à 6 mois après la sortie de formation, c'est-à-dire une fois que les périodes d'essai sont terminées. Parce que sinon, en sortie de formation, les taux sont souvent plus élevés, sauf qu'on voit beaucoup de candidats qui, 3-4 mois après ou 6 mois après, sont de nouveau en demande d'emploi parce qu'elles n'ont pas passé les périodes d'essai ou que leur emploi ne leur a pas plu, tout simplement. Et donc là, je vous ai mis ce qu'on avait comme formation au catalogue. Alors, on retrouve évidemment les familles métiers que j'ai présentées tout à l'heure. En vert, c'est ce qui est actuellement disponible et labellisé. En gris, c'est ce qu'on est en train d'étudier. Après, il y a tout un travail qui va être fait et c'est marqué dans le plan d'action qui va être juste après. Voilà, et j'aurais juste fini après ce slide. Donc, le déploiement progressif du dispositif dans tous les territoires, c'est assez bien implanté en Alsace puisqu'historiquement, c'est né en Alsace. On a démarré il y a quelques années, peut-être certains d'entre vous s'en souviennent, le déploiement en Lorraine, puis est arrivé après le Covid, etc. etc. On va donc prendre suite dans le cadre de la convention de partenariat que nous sommes en train de finaliser avec l'emploi pour la renouveler, puisqu'elle existe depuis 7 ans.
de prévoir le déploiement progressif sur toute la région Grand Est en fonction des besoins des entreprises qui recrutent. Avec la mise en place d'un réseau de proximité, ça c'est extrêmement important, qui s'appuie à la fois sur les ressources qui existent dans les maisons de région, pour la région, ça c'est en cours de discussion avec la région sur comment déployer ça avec les maisons de région, et puis un réseau dit d'ambassadeurs et de référents territoriaux chez Pôle emploi, dont on est en train de construire la chose en parallèle de la finalisation de la convention de partenariat, et notamment avec Manuela Lambin qui est présente ici. On a des réunions pour construire et voir à quelle vitesse on déploie sur tout le territoire ce dispositif. Et puis avec la région, évidemment, un plan de promotion des métiers et des formations labellisés pour montrer un petit peu quels sont les types d'entreprises qui recrutent, quels sont tous ces métiers-là. On essaye de faire au travers essentiellement de podcasts ou d'émissions vidéo les plus courtes possibles, parce que c'est encore le média de communication le plus utilisé, que ce soit pour les demandeurs d'emploi ou les jeunes d'ailleurs, et tout ça étant publié sur le site de Numérique Emploi ou sur notre chaîne YouTube, et repris dans tout un tas d'ateliers, d'émissions ou autres qu'on fait avec soit Pôle emploi, soit la région, soit les deux comme aujourd'hui. Voilà pour l'essentiel de ce que je voulais vous dire. J'ai été vite et c'est très dense. Il y a peut-être quelques questions. Oui, alors il y a une question, Thierry, autour du portage. Vous avez parlé de l'escape game numérique. Et je vois qu'il y a pas mal de missions locales qui s'interrogent sur le portage et sur le déploiement de cet escape game sur les territoires. Oui, alors on a des réunions, Laurence, vous y participez, donc l'idée c'est cofinancé par la région et l'OPCO, donc on va essayer de trouver des lieux, des tiers-lieux, j'allais dire, ça pourrait être dans certains lycées ou d'autres sites pour installer le jeu et que les ateliers s'animent à ces endroits-là, parce que c'est un peu de technique d'installation de ces choses-là qui est un peu aléatoire de les déplacer au haut, donc on serait plutôt orienté vers des lieux qui accueilleraient les publics et nos ateliers d'animation. Pour l'instant, nous en avons deux qui sont opérationnels. Il y en a un qui est sur l'école Metz Numérique School à Metz, qui fait partie d'un partenariat avec la région et avec Numérique Emploi et Numéum. Et sur Mulhouse, on est en train de faire ça avec l'UHA 4.0, à qui on vient de livrer le kit et qui est en train de le prendre en main, sachant que les conditions, puisque c'est nous qui prêtons le matériel, les conditions de prêt font que ça doit être ouvert à des ateliers. Alors, ce n'est pas au grand public comme ça, sans rendez-vous, bien sûr, mais c'est ouvert à des ateliers organisés dans le cadre du plan que l'on met en place avec la région pour notamment l'orientation des jeunes scolaires, mais aussi région et Pôle emploi pour l'orientation des demandeurs d'emploi. Même si le jeu est plutôt fait pour des jeunes. Après, il n'y a pas d'âge pour jouer, vous allez me dire, mais le jeu dans son concept, il est plutôt fait pour collégiens, lycéens. Après, on a d'autres techniques pour faire découvrir les métiers du numérique à des personnes adultes. L'adresse du site, elle est dans les slides et vous le retrouverez aussi dans les ressources. Pour l'instant, désolé, le site il va apparaître en maintenance parce qu'on a encore quelques travaux dessus, notamment pour permettre aux demandeurs d'emploi, ça c'est une décision prise avec Pôle emploi, de créer directement leur dossier de compétences dans le site pour faire gagner du temps à tout le monde. Jean Pôle emploi aura accès évidemment à toutes ces ressources outillage, parce qu'on a un outil de GPEC territorial qui a été développé avec tout un tas de cofinancements, dont Numéum et la région, pour optimiser la gestion au plus près des dossiers des candidats, puisqu'on les accompagne tous, j'allais dire, un à un. Alors, on ne fait pas des formations. Ce sont les plans qui sont individualisés. Les formations sont évidemment des formations collectives de 10-12 personnes, mais on a un catalogue suffisamment vaste pour enchaîner des formations. Et par rapport aux formations qui ont été citées tout à l'heure, achetées par Pôle emploi, on a le travail à faire effectivement dans le cadre du déploiement de regarder les formations achetées récemment, les formations numériques inclusives, voir dans quelle brique elles rentrent dans le slide que je vous ai montré tout à l'heure, dans quelle catégorie, et est-ce qu'on peut effectivement les labelliser, tout simplement pour les chaîner avec d'autres formations qui existent pour aller vers la professionnalisation et arriver à un niveau, à minima, un niveau 6 en termes de diplôme, qui est quand même le point d'entrée à 90% des recrutements du numérique. Merci Thierry. Alors, il y a d'autres questions, mais qu'on va peut-être laisser pour la suite, donc vous inquiétez pas. Pas de souci. Les questions qui sont posées, voilà, je voyais autour du niveau d'accès, d'un certain nombre de choses. On va peut-être avancer déjà dans le support et les… Oui, de toute façon, le déploiement, si c'est des questions posées par des gens des conseillers Pôle emploi, vous inquiétez pas, des réunions d'information sont prévues avec l'équipe de Manuela dans le cadre du déploiement de ce réseau. Voilà, oui, ça viendra, il y aura le détail. Tout à fait.
J'allais le préciser. Oui, j'allais le préciser, Monsieur Van Felt. Hein. Donc, c'est en cours de déploiement. Il faut effectivement passer par la case signature et aussi vous dire que justement, on est en train de travailler aussi sur les données personnes, hein, les données personnelles, hein, le respect RGPD, comme nous on l'entend au niveau de Pôle emploi. Donc, tout ça, effectivement, c'est en train de se mettre en place tout doucement, mais effectivement, on reviendra en tout cas vers le réseau Pôle emploi pour le déploiement de la future convention. D'accord. Et il y a pas mal de questions aussi des missions locales, mais on y reviendra au moment de l'intervention des professionnels parce qu'il y a des questions autour du niveau d'accès d'un certain nombre de choses. On y reviendra quand on parlera après avec les professionnels, métiers et formations. Peut-être laisser la parole à Julie de l'OPCO Atlas pour finir ce portrait portrait du secteur. Oui, bonjour à tout le monde. Donc, je suis Julie Schrader, développeuse de l'alternance au sein de l'OPCO Atlas. Donc, je suis la référente alternance pour toute la région Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Donc, l'OPCO Atlas, qu'est-ce que c'est déjà? C'est un opérateur de compétences. Donc, nous sommes un organisme paritaire. Nous regroupons 15 branches professionnelles donc qui sont regroupées là par secteur, donc principalement secteur assurantiel, banque, expertise comptable, secteur ingénierie, conseil et puis le secteur du numérique. Ensuite, quelles sont nos missions? Donc, tout d'abord, c'est d'aider et d'apporter une vision et d'aider les entreprises au niveau de leurs projets de formation professionnelle. Nous assurons également le financement d'un certain nombre d'actions de formation, mais également de tous les contrats en alternance. Nous sommes là aussi pour assurer un soutien à nos branches professionnelles, donc notamment en assurant la promotion des métiers de nos branches. Et puis notre principale activité aussi, c'est l'alternance, en assurant donc à la fois la promotion des dispositifs en alternance, mais également, comme je vous l'ai dit avant, le financement puisqu'on finance les contrats en alternance, que ce soit d'apprentissage ou contrat de professionnalisation. Donc pour vous donner rapidement notre maillage et notre présence sur le secteur, déjà nous regroupons à peu près 110 000 entreprises, ce qui représente à peu près 1,6 million de salariés. Et donc, nous sommes présents, nous avons 22 représentations régionales, donc des antennes partout en France sur lesquelles voilà, vous pouvez nous retrouver, avoir des interlocuteurs vraiment dédiés. Pour donner quelques chiffres rapidement, donc en 2021, c'est environ 1,3 milliard d'euros de financement de formation professionnelle et d'alternance. C'est un peu plus de 314 000 bénéficiaires et c'est au niveau national 71 600 contrats en alternance financés. Nous avons aidé aussi, formé au métier en tension environ 1400 demandeurs d'emploi et nous travaillons avec 9 759 organismes de formation et CFA partenaires. Pour vraiment rentrer au niveau des chiffres rapidement dans le Grand Est. Donc dans le Grand Est, les chiffres 2021, c'est contrats d'apprentissage, donc 4 265 contrats d'apprentissage et contrats d'alternance. Et on voit qu'il y a une grosse proportion quand même de contrats d'apprentissage puisqu'on est sur environ presque 3 800 contrats en apprentissage, dont presque 47% pour la branche des bureaux d'études. Donc, on voit en tout cas chez nous, à l'OPCO Atlas, la branche bureau d'études, c'est quand même notre branche majoritaire. Et puis, on remarque qu'environ 87% des salariés en alternance vont préparer un diplôme, on va dire d'au moins Bac+3 à Bac+5. Donc, on remarque que c'est quand même des métiers sur lesquels on est quand même sur un certain niveau en termes de niveau de formation. Alors, pour vous donner les avantages. Donc, les avantages de l'alternance, tout d'abord pour les entreprises. Donc, ça peut être de répondre à un besoin, alors soit immédiat, soit d'anticiper des besoins en recrutement. L'alternance va permettre aussi aux entreprises de sécuriser un recrutement au préalable en faisant une période d'alternance juste avant. Ça permet aussi à l'entreprise de bénéficier donc des aides qui sont prévues et des exonérations.
qui sont prévues dans ce cadre. Ça permet aussi de valoriser l'image quand même de l'entreprise et puis de transmettre aussi des compétences qui ont été acquises par des salariés et donc de faire la passation, on va dire, de ces compétences et de faire perdurer ces compétences au sein de l'entreprise. Et puis ça permet aussi, d'avoir une vision un peu, nouvelle, de personnes, nouvelles de l'entreprise et puis ça va permettre aussi de former une personne vraiment à l'image de l'entreprise. Ensuite, les avantages maintenant pour les publics concernés, ce qu'il faut savoir, c'est que l'alternance, eh bien, finalement, ne concerne pas que les jeunes. Alors, nous, quand on dit jeunes, on va dire c'est les publics de moins de 26 ans et aussi ne concerne pas uniquement la formation initiale, hein. Donc, il est tout à fait possible sur certains dispositifs d'y aller au-delà sans souci et notamment, ça peut être un dispositif intéressant pour préparer les demandeurs d'emploi au retour vers l'emploi, mais également c'est un dispositif très intéressant pour les reconversions professionnelles, hein, donc il y a pas de on n'a pas de souci de ce côté-là. Il ne faut pas associer alternance et jeune public. Surtout pour les métiers du numérique, on le voit que c'est une alternative très intéressante pour une montée en compétences, puisqu'on est quand même sur une certaine exigence en compétences dans ce domaine-là. Ce sont des dispositifs qui permettent un accès donc à la formation quand même assez simplifié et ça permet de combiner à la fois la théorie, mais la pratique et donc d'acquérir aussi en même temps une expérience professionnelle. Ça permet aussi, eh bien, de percevoir une rémunération, en même temps qu'on se forme et puis on est accompagné, assez, de façon assez, en proximité, on va dire, avec un tuteur ou un maître d'apprentissage et puis, ça va permettre aussi pour certains publics aussi de retrouver confiance en soi, en son potentiel et aussi en ses compétences professionnelles. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans le détail des dispositifs de l'alternance, mais voilà, l'alternance, ça regroupe quand même plusieurs dispositifs. Donc ça va regrouper, ce qu'on appelle la PROA, qui est la promotion ou la reconversion par l'alternance. Et donc ça se fait, pour les salariés et donc pour les salariés qui ont un niveau de qualification inférieur au bac+3 et donc on va, donc ça se fait entre l'entreprise et le salarié et on va avoir un parcours individualisé en alternance qui va être créé. Ensuite, on a un autre dispositif qui est la POE, c'est-à-dire la préparation opérationnelle à l'emploi, qui peut être donc soit individuelle, soit collective. Donc, c'est un dispositif pour les demandeurs d'emploi qui est proposé par Pôle emploi et qui permet donc de se former à des métiers, on va dire, en tension ou des métiers qui recrutent. Ensuite, donc on a, toujours dans l'alternance, les contrats en apprentissage, qui doivent être, diplômants, ou certifiants et donc l'apprentissage, bon après vous pourrez retrouver des informations, hein, mais on va être limité en termes d'âge, hein, puisque l'apprentissage concerne les publics jusqu'à 29 ans révolus. Donc, au-dessus de 29 ans, il faudra passer après sur un autre dispositif qui est le contrat de professionnalisation qui lui peut être donc sans limite d'âge, et qui peut être fait sur des formations alors soit diplômantes, soit qualifiantes, soit maintenant on a les contrats pro expérimentaux pour faire vraiment de l'alternance sur mesure, par rapport aux besoins, de l'entreprise. Par rapport aux aides financières, donc l'OPCO Atlas, ce qui est le cas pour, tous les opérateurs de compétences, nous allons prendre en charge, en fait, les frais pédagogiques de la formation, selon alors, après suivant si c'est un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation, selon un coût contrat qui aura été, préalablement, déterminé par les branches et par France Compétences et donc nous allons prendre en charge ce montant-là au terme, des frais pédagogiques. Ensuite, on veut valoriser le tutorat, donc on va permettre aux entreprises, en leur finançant les formations de tuteurs et de maîtres d'apprentissage et puis on alloue aussi une aide à la fonction tutorale selon certains critères et après selon les branches, il y a des montants, qui sont alloués, pendant un certain nombre de mois pour, on va dire, contrebalancer en fait le temps qui aura été passé, par le tuteur ou le maître d'apprentissage à encadrer, l'apprenti, et donc ça, c'est une aide supplémentaire. Ensuite, en ce moment, il y a, l'aide exceptionnelle qui est exceptionnelle, donc qui pour l'instant est prévue jusqu'à, fin juin.
Et donc ça, c'est une aide qui est versée par l'État, sous réserve de certaines conditions d'éligibilité, mais c'est un vrai plus pour l'entreprise, ce qui a fait aussi exploser les chiffres de l'alternance, l'année dernière et encore cette année, parce que c'est une aide qui s'élève à 8 000 €, donc qui peut prendre, en partie ou en quasi-totalité, la rémunération de l'apprenti sur une année. Donc c'est quand même très intéressant, pour, on va dire, favoriser ces dispositifs. Et puis aussi, il y a d'autres aides qui sont versées par différents organismes. On a des aides qui sont versées par la GFIP, mais il y a aussi d'autres aides qui sont versées et qui sont possibles par Pôle emploi. Donc on voit quand même qu'il y a beaucoup de possibilités en termes, d'aide et de prise en charge, qui peuvent motiver, on va dire, les entreprises à aller vers ces dispositifs. Et puis, donc nous avons notre site internet, OPCO-Atlas, sur lequel je vous invite à aller, jeter un petit coup d'œil, parce que vous allez pouvoir retrouver toutes les informations donc sur les dispositifs. Donc on a des fiches essentielles, des fiches outils pour, vraiment, comprendre ce qu'est, l'alternance, les différents dispositifs. On a des foires aux questions aussi selon les thématiques, si vous avez des questions. Il y a des rubriques actualités aussi, une rubrique agenda parce qu'on fait beaucoup de webinaires et de présentations. Donc voilà, il ne faut pas hésiter aussi à nous contacter si, de votre côté, vous avez aussi des questions. Et puis en termes d'outils, alors vraiment spécifique au domaine, du numérique, nous avons le site donc Concepteurs d'avenir, où là, on a un site qui est, assez complet. Donc on vous invite à aller, voir ce site et puis, à en faire la promotion aussi auprès de vos publics, parce que c'est vraiment un site qui est très, très riche. Vous allez avoir notamment, un espace de présentation de la filière. Vous allez retrouver des fiches métiers. Aussi, vous allez retrouver des témoignages de professionnels, des tests d'orientation, donc il y a des quiz. Vous allez retrouver aussi un annuaire, de formation. Et puis, il y a aussi tout un espace sur ce site qui est dédié à l'alternance, aussi avec des quiz, des fiches conseils pour l'alternance et un espace de valorisation des actions de promotion, des métiers, de la branche. Donc vraiment, c'est un site très, très riche qu'on essaye aussi d'alimenter au fur et à mesure, et donc on vous invite vraiment à y aller. Je pense que ça pourra, vous aider. Voilà, moi j'en ai fini. En 2 mots, Julie, excusez-moi, il y a une question dans le fil. En 2 mots, vous pouvez revenir sur Pro-A, s'il Oui. vous plaît? Oui, alors la Pro-A, parce que alors c'est un dispositif un peu particulier, uniquement pour, les salariés, hein, qui sont déjà en poste, et donc en fait, ça va vraiment se faire en fait, l'objectif, c'est, alors soit la reconversion, mais au sein de la même entreprise, soit une évolution, professionnelle, ou une promotion, et donc dans le but d'acquérir de nouvelles compétences. Et c'est vraiment, alors c'est assez limité parce que ça va dépendre vraiment du niveau, initial de la personne et du niveau visé, et quel est le type de formation, parce qu'il y a des formations qui sont éligibles, d'autres qui ne le sont pas. Et donc le salarié et l'entreprise vont co-créer vraiment un dispositif vraiment, à eux, sur mesure, en alternance, en choisissant la formation et puis en ayant des périodes de pratique au sein de l'entreprise. Donc il faut être déjà, vraiment en place dans une entreprise pour ce dispositif. Merci pour ce complément, Julie. J'espère que ça aura été suffisamment clair pour la personne, mais je pense. Marie-Luce, du coup, on te passe la parole pour finir. Voilà, donc j'y suis, je vais terminer. Voilà, je vais terminer au patch. On ne t'entend plus, Marie-Luce. Avec le micro, ça marche? Oui, très bien. C'est bon? D'accord, ah ben, c'est mieux avec un micro alors. Donc je termine simplement ce portrait de secteur par quelques données Pôle emploi sur la demande d'emploi, l'offre d'emploi dans le secteur du numérique. Donc concernant la demande d'emploi, vous voyez, ce sont 8 464 demandeurs d'emploi qui sont inscrits à fin septembre 2021. Donc ça représente 1,9% de la demande d'emploi totale. Et comme le disait Monsieur Vonfeld tout à l'heure, hein, on observe une hausse assez spectaculaire, hein, sur 2 ans, hein, plus 37% de demandeurs d'emploi inscrits sur ces métiers. Je ne vais pas détailler les éléments, le support, vous allez l'avoir. À noter simplement, la part des jeunes, le numérique, c'est vraiment l'un des rares secteurs sur lequel la part des jeunes est supérieure à l'ensemble de la demande d'emploi. Hein, autrement, on voit bien les femmes, les seniors, demandeurs d'emploi, bénéficiaires de l'obligation
création d'emplois sont sous-représentés. Je vais continuer pour dire que, eh bien, 63% environ des demandeurs d'emploi qui sont inscrits chez nous le sont sur 3 métiers, essentiellement analystes, programmeurs, développeurs, hein, pour un quart des inscrits, infographiste, web designer pour 20% des inscrits, et puis ensuite, on le voit, 16% sont inscrits sur de la maintenance informatique. On voit que les femmes sont majoritairement à la recherche d'emploi, plutôt d'infographistes ou d'animateurs et concepteurs de sites web, et puis qu'un senior sur 2 est en recherche d'un poste de chef de projet ou de manager. Chef de projet, Monsieur Vonfeld en parlait tout à l'heure, ce sont effectivement, vous le soulignez, des postes beaucoup plus expérimentés. Quelques éléments concernant les offres d'emploi déposées à Pôle emploi sur l'année 2021. Vous le voyez, 4 818 offres. Ce qu'on observe, c'est que le poids des offres du secteur est égal au poids des demandeurs d'emploi inscrits chez nous, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, et que ce sont pour les 2/3, on le voit, des offres d'emploi durables. Pour ce qui concerne les offres déposées, on voit qu'elles se concentrent sur 3 métiers essentiellement. Un tiers des offres, alors j'ai bien compris qu'on était hors secteur numérique à proprement parler. En tout cas, c'est un ROM qui rentre dans le code, hein. C'est un tiers des postes, des offres déposées le sont pour des postes en installation, maintenance, fibre optique, télécom, alarme. 20% c'est sur des postes d'analyse programmeur développeur et 16% sur des postes de maintenance informatique. Donc, on est bien sur les offres déposées à Pôle emploi. C'est pour ça qu'il y a aussi un delta, hein, par rapport aux chiffres que présentait M. Vonfeld et qui recouvre l'ensemble des canaux de recrutement. Et je termine rapidement. Vous l'avez évoqué aussi précédemment, M. Vonfeld. Là, on est sur les métiers en tension. On observe ici que les 10 métiers qui ont enregistré le plus d'offres sont en tension et en tension forte pour 8 d'entre eux, principalement du fait de l'intensité des embauches. Et puis, un deuxième indicateur, c'est, vous le disiez tout à l'heure, c'est lié à l'écart entre les formations détenues par les demandeurs d'emploi et celles qui sont attendues par les employeurs. Voilà pour ces quelques éléments autour de l'offre et la demande d'emploi. Voilà, je vais repasser la parole à Laurence pour la table ronde. On va appeler tout le monde sur scène. Oui, merci. Hein? Je vais appeler Fadila, Didier, Damien sur scène. Peut-être en attendant qu'ils montent sur scène, Thierry était en train de répondre à une question qui a été fortement likée, notamment sur l'âge minimum requis pour accéder aux formations métiers du numérique. Alors, je ne sais pas si Thierry peut apporter une réponse orale. S'il allume son micro et nous dire un petit peu, je vois qu'il est en train de répondre par écrit, mais il faudrait qu'il finalise. Du coup, en fait, comme je réponds à plusieurs questions en même temps, celle-là, je ne oui. sais pas, j'ai dû cliquer et je n'ai pas fini Oui. de répondre. Il faudrait finir de répondre pour arrêter qu'elle apparaisse en haut sur l'écran. Oui, Donc, peut-être répondre oralement. Oui, peut-être répondre oralement. Enfin, il n'y a pas d'âge, je ne connais pas d'âge mini particulier, si ce n'est que il faut déjà avoir un niveau, on a dit, équivalent bac ou quelque chose comme ça pour accéder à des formations, ou en tout cas aux formations qu'on propose dans le numérique. D'accord. Donc, après, il y a de plus en plus de filières de formation dans les cursus scolaires traditionnels, en tout cas, avec les options, les différentes options numériques, alors qui peinent un peu à se mettre en place, soit faute d'enseignants qui ont la vocation pour le numérique ou qui auraient été formés au numérique, vu que le CAPES numérique, il est quand même très, très récent, soit parce qu'on a un problème d'attractivité de ces métiers auprès des jeunes, notamment des jeunes filles, qui trouvent ces métiers parfois trop techniques ou qui n'ont pas une visibilité claire sur ce que sont ces métiers. Hein. Les métiers de la data, par exemple, hein, dont vous verrez dans les ressources une série vidéo sur les 3 principaux métiers de la data, où on se rend compte qu'il y a un taux de féminisation plus élevé que dans d'autres métiers. Donc, c'est des phénomènes, on va dire, de mode, mais de tendance et d'intérêt vis-à-vis de certains métiers pour les jeunes et en particulier les jeunes femmes. Merci. Donc, je vous laisse finir la réponse pour qu'elle n'apparaisse plus en haut à l'écran. Et puis, voilà. Et puis, nous accueillons donc Damien, responsable cybersécurité chez Assesi,
Didier, qui est concepteur-développeur chez Technologie et Stratégie, je crois, oui. Et puis Fadilas chez Netom, qui est testeuse, qui vont nous parler de leur parcours. Alors, peut-être priorité aux femmes, peut-être. Alors, et Fadilas, vous voulez nous dire un petit peu en quoi consiste votre métier de testeuse, qui est un métier qui recrute et qui est en pleine évolution, et puis voilà, nous dire quelques mots sur votre parcours. Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Fadila Bereich, j'ai 30 ans et j'occupe le poste de testeur au sein de la société Inetom. Donc, mon parcours, je dirais, scolaire ou universitaire, il est un peu atypique parce que je suis issu d'une formation 100% marketing, donc depuis mon bac sciences économiques. Après, j'ai eu mon diplôme DUT en communication et commercialisation. Ensuite, mon licence fondamentale en marketing et gestion de l'entreprise. Et ensuite, un master, donc marketing, études et innovation produit, donc à la faculté de marketing agrosciences à Colmar. Et ensuite, donc, à la fin de ma formation, donc, j'ai pu décrocher un stage en tant que chef de produit. Et j'ai occupé donc plusieurs responsabilités. Et c'est là où j'ai eu l'occasion de travailler avec l'équipe, une petite équipe d'un développeur et deux testeurs, donc une équipe agile. Et c'est là que j'ai pu découvrir le métier du test et ça a tout de suite interpellée. Je me suis dit, je me vois très bien dans ce métier-là. Et ensuite, après l'obtention de mon diplôme, donc j'ai commencé à chercher un poste donc, en tant que testeur. Ça a été pas simple parce que pour convaincre en fait les recruteurs que je suis issue d'une formation marketing et que j'envisage avoir un poste en tant que testeur, ça n'était pas une tâche facile. Mais la chance que j'ai eue, c'est que j'ai pas mal de collègues ou d'amis qui sont dans le métier de l'informatique. Et ils m'ont aidé par des cours, notamment par de l'explication ou du marché en général. Et je me suis auto-formée aussi. Donc pas mal de cours au cours du stage en fait. Et ensuite, j'ai pu donc rassurer ou convaincre donc, mon premier recruteur dans le sud. Et j'ai pu intégrer donc, la société, la Française des Jeux, autant que testeur donc, fonctionnel au sein du centre de recettes et compétences. Donc, depuis janvier 2020. Voilà. Et en quoi consiste ce métier de testeur, du coup? Parce que, bon, c'est une belle reconversion, mais en tant que femme, peut-être déjà une parole, peut-être en tant que femme, est-ce que c'était facile? Et puis, en quoi consiste un petit peu votre métier? Alors, pour répondre à votre question, en tant que femme, ça n'était pas très facile parce que, comme on sait tous, donc c'est un métier à 100%, je dirais, masculin. Donc, on voit rarement les femmes testeurs ou développeurs ou concepteurs. Le métier de test donc, consiste tout d'abord à analyser ou à gérer, analyser le plan de test ou les spécifications. Donc, j'essaie d'être le plus rapide, synthétique et avoir des mots très, très simples. Donc, la première des choses, c'est dans un projet. Donc, si on commence par tester, n'importe quoi, un exemple, un jeu, donc par exemple les jeux hasard, donc je prends l'exemple de la Française des Jeux. Les jeux qu'on peut voir donc, sur nos smartphones ou sur le site internet de la Française des Jeux. Donc, si on a un jeu
donc comme projet pour 2023 ou fin 2022. Donc la première des choses, on reçoit un document donc, qui spécifie le détail de ce jeu. Donc l'attendu de ce jeu, l'interface, le méthode de paiement, les nouvelles fonctionnalités, donc un document qui regroupe bien tout le détail concernant ce nouveau jeu. Donc la première phase, ça commence par la lecture de ce document. Ensuite, on note toutes les questions, toutes nos remarques de côté. On fait le point avec le métier, donc, qui était basé sur Paris. On pose nos questions pour bien avoir une vision très claire de l'attendu, donc de ces nouvelles fonctionnalités. Ensuite, donc, avec nos différents outils de test et principalement l'outil HPALM, donc on commence à spécifier nos cas de test ou à écrire les cas de test qui sont généralement des steps ou des étapes pour tester une nouvelle fonctionnalité. Donc, par exemple, si je me connecte sur le site internet de la Française des Jeux et dans l'interface de recherche, je tape le nom du jeu. Donc, je dois avoir le jeu qui s'affiche avec le bon nom du jeu, par exemple, là où je dois miser, la page de paiement. Oui. Et voilà. Et donc on note très bien les détails de ces étapes, donc dans l'outil de test. Ensuite, une fois cette partie, c'est la partie la plus, je dirais la plus conséquente dans la phase de test. Une fois cette partie est terminée, donc on travaille par run. Donc, si on suit la méthode agile, donc on travaille par run, ce qui fait on a 5 à 6 jours de test. Ensuite, une fois cette partie est finalisée, donc on prépare l'environnement de test. Donc, on travaille de manière très liée avec les équipes intégrateurs et qui assure en fait l'environnement de test qui est bien prêt. Il n'y a pas d'installation en cours pour pouvoir tester le jeu. Et ensuite, au premier jour du run, donc on commence à tester en suivant ces cas tests qu'on a déjà spécifiés dans l'outil de test. On commence à dérouler nos cas de test. Et si, donc je note juste que l'objectif principal du test, c'est de détecter des anomalies, donc qui sont des anomalies qui sont la différence entre ce qu'on attend et ce qu'on observe donc sur le site. Donc le maximum possible d'anomalies à remonter à l'équipe de développeurs. Ensuite, si on a une anomalie détectée, donc on détaille bien l'anomalie dans les plateformes dédiées. Ensuite, on va pas. Oui. Alors, si vous pouvez juste un petit peu aller plus vite. Plus vite, d'accord. On arrive vers la fin parce qu'on ne va pas effectivement rentrer dans les détails. Dans les détails. Chacun puisse s'exprimer. En fait, l'idée, c'est effectivement, il y a un test, et vous testez en fait entre l'attendu et éventuellement ce qui pourrait ne pas correspondre, etc. Vous assurez quand vous allez le mettre sur le marché, en fait, toutes les anomalies puissent être réglées et que le jeu fonctionne correctement. C'est un petit peu ça du testeur. D'accord. Alors, juste pour revenir sur le fait d'être une femme, effectivement, vous avez dit il y a très peu de femmes. Pour autant, c'est un métier qui, par rapport aux compétences et aux qualités demandées, peuvent tout à fait correspondre à une activité qui puisse être faite par une femme. Il n'y a pas de contre-indication, j'allais dire. Non, pas du tout. Non, le métier
peut exécuter très bien par une femme. Donc, au contraire, moi, je vois très bien les femmes dans le métier de test parce qu'ils sont curieuses, et ils font attention aux détails. Donc, je vois très bien que c'est un métier qui est parfaitement adapté aux femmes. Et je trouve c'est un peu dommage qu'il n'y a pas beaucoup de femmes en tant que testeurs, mais on espère avoir beaucoup de femmes dans l'avenir. Merci Fadila. On va passer peut-être à Didier, un autre métier. Je reviendrai vers vous après pour d'autres questions, mais un autre métier sur le concepteur, développeur d'applications. Donc voilà, en quelques mots aussi, c'est quoi votre métier et puis peut-être votre parcours. On dit souvent qu'il faut être matheux, faut être blindé de diplômes, etc. pour accéder à ces métiers-là. C'est la vérité. Info c'est pas vrai. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, tout à fait. Ouais. Ben, pour ma part, ouais, Didier Gachamer, 26 ans. Bon, enfin, des diplômes, on en a parlé, je vais rapidement présenter mon parcours. J'étais parti d'un bac sciences de l'ingénieur, mais à ce niveau, enfin, c'est en terminale que j'ai découvert une option qui s'appelle toujours ISN, Initiation aux sciences du numérique. Avant ça, c'était vraiment mon premier contact avec le numérique, avec la programmation, etc. On avait découvert le langage Python, qui est un langage très simple et facile pour débuter. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que c'est là-dedans que je vais continuer et découvrir tout ça. Donc après le bac, j'avais rejoint une école directement, une école d'informatique à Strasbourg, où j'ai pu apprendre à programmer, mais également apprendre à apprendre. Et aujourd'hui, je pense que c'est la notion la plus importante dans l'informatique. Et c'est dans ma dernière année de formation que j'avais rejoint en technologie et stratégie en alternance. Donc là, c'était entré par alternance et j'ai décidé de continuer avec technologie et stratégie depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Et donc aujourd'hui, oui, donc développeur et concepteur d'applications. Qu'est-ce que ça représente? D'abord, je vais parler un peu de la conception. Conception, ça vient d'un besoin, c'est un peu les fondations du projet. Enfin, je le vois comme ça. C'est quand un client exprime un besoin, a une idée d'outils qu'il lui faudrait, il nous envoie un cahier des charges. Nous, derrière, on va s'occuper de tout ce qui est rédaction ce qu'on appelle les spécifications fonctionnelles et techniques. Donc, spécifications fonctionnelles, par exemple, pour une application, c'est détailler comment vont se présenter les écrans, qu'est-ce qu'on voit dessus, comment on passe d'un écran à l'autre, un peu vraiment mettre sur papier tous les cas possibles. Et je pense que c'est ce qui va faire aussi la base ou le document de référence pour l'équipe de test. C'est un peu le contrat sur lequel on se met d'accord pour voilà le rendu attendu. Enfin, voilà l'attendu et on se tient à ça. Puis on commence les développements. Développement, donc on ne s'est jamais seul sur un projet, c'est toujours en collaboration, en équipe. Toujours une répartition des rôles et de qui fait quoi, souvent par fonctionnalité. Et à la fin, voilà, c'est pas mal de petits problèmes à rencontrer en route. C'est toujours comme ça. Quelles sont les compétences peut-être ou les qualités, ou si jamais il y a si on rencontre des publics plus ou moins jeunes d'ailleurs qui souhaitent s'orienter vers ces métiers, est-ce qu'il y a des qualités particulières, des compétences oui, mais des qualités particulières à avoir? Alors je dirais, faut être curieux et rigoureux. Curieux parce que les technologies sont en constante évolution, c'est toujours un domaine, un secteur qui évolue beaucoup. Donc si on reste sur ses acquis et sans se tenir au courant de ce qui arrive, on va très vite être dépassé. Maintenant, rigoureux, parce que développeur, c'est penser en amont, pas juste voir le problème et se dire je vais attaquer ça comme ça, faut découper le problème en petites tâches et que tout puisse s'imbriquer. Il y a de ça. Aujourd'hui, je dirais que voilà, j'avais dit plutôt la compétence la plus importante, c'est d'apprendre à apprendre. Aujourd'hui, on a tous accès à de la formation, donc l'information est toujours accessible. Par Internet, en ligne, on trouve des formations, des cours gratuits la plupart du temps. Pour se former, n'importe qui peut commencer. Et je dirais pour se mettre en valeur, ce qui marche très bien, c'est de présenter des projets personnels.
n'importe qui peut apprendre, mais n'importe qui peut aussi gratuitement faire sa petite application, l'héberger gratuitement et la partager. Et c'est une vitrine directe pour un recruteur pour voir, voilà, j'ai fait ça, j'ai mis en place telle technologie. Et le recruteur peut, pareil, si le candidat le souhaite, montrer le code, ce qu'il y a derrière et pouvoir l'expliquer. C'est, je pense, la meilleure solution. Merci Didier. Alors, peut-être passer maintenant à Damien. Alors, effectivement, les métiers de la cybersécurité sont en vogue, on en parle beaucoup, on ne sait pas forcément ce que ça recouvre derrière. Voilà, si vous pouvez nous apporter une petite illustration, témoignage d'illustration. Bien sûr. Alors, c'est vrai que c'est des métiers dont on parle beaucoup en ce moment. Ça fait écho dans tous les journaux, dans des films, on parle de cybersécurité, de hacker, et on en fait un métier ou une fonction un peu particulière. En fait, dans les métiers de la cybersécurité, on peut classer en 3 grands thèmes. Il y a la cybersécurité qui est technique. On a de la cybersécurité qui est liée à l'être humain, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Et on a de la sécurité qui est plus à vocation organisationnelle. Ces 3 grandes thématiques qui demandent des compétences différentes, mais qui se complètent. Certains sont bons dans les 3, c'est rare. Certains dans 2 sur les 3, ou certains se spécialisent. Alors, dans la cybersécurité technique, on parle très souvent de pen test, des tests de pénétration. C'est ce qu'on voit dans les films, les hackers qui, à partir d'un clavier, d'un écran noir avec des lettres vertes, vont attaquer des sites, vont attaquer la NASA, le Pentagone, et essayer de rentrer pour pirater des données. Alors, dans le métier de la cybersécurité, on utilise des gens comme ça, on les appelle les hackers éthiques, c'est-à-dire que le métier, c'est d'arriver à tester la résistance des infrastructures informatiques des clients pour voir s'il y a des failles. S'il y a des failles, c'est de montrer comment on peut les exploiter sans aller justement jusqu'à la partie corruption ou compromission des données. Et à partir de là, de donner un plan d'action pour arriver à corriger, à boucher les failles. Alors, cette thématique technique, j'ai dit les pen tests, c'est de l'audit de robustesse de mots de passe, c'est des diagnostics sur des infrastructures, demande pour ce domaine-là un certain nombre de compétences techniques, absolument pas mathématiques. C'est des gens, pas forcément de diplôme particulier, ça peut être des gens qui font de l'informatique depuis plusieurs années. On a des gens qui viennent du monde du développement, pas mal. On a des gens qui viennent du monde technicien, sur les postes ou les serveurs. On a des gens qui viennent du monde du réseau, parce que ça nécessite des protocoles, des langages pour essayer d'apprendre comment on craque un système. Donc, on recherche plutôt dans cette thématique-là, on recherche des gens qui sont très curieux, qui ont appris par eux-mêmes le plus souvent, qui ont fait des tests, qui ont monté des petites plateformes chez eux, dans leur garage, et qui se sont amusés. Donc, c'est vraiment de la curiosité plus que des diplômes. Mais c'est vrai qu'il faut quand même avoir une base technique quand on veut faire la cybersécurité technique. Alors, est-ce que ce sont des métiers qui recrutent vraiment maintenant? On en parle beaucoup, effectivement, de plus en plus, énormément, mais est-ce que ce sont vraiment des métiers qui recrutent ou est-ce que ce sont encore des niches? Non, c'est un métier qui recrute beaucoup. On est en pénurie de techniciens, d'ingénieurs en cybersécurité dans les 3 domaines, hein, que ce soit le domaine technique, que ce soit le domaine organisationnel ou ingénierie sociale, on est en pénurie de ce type de main-d'œuvre. La complexité, c'est de trouver des gens qui ont, je dirais, l'envie, la compétence, évidemment, la curiosité de faire ce genre de choses. Être un hacker éthique, entre guillemets, n'est pas quelque chose qu'on a parce qu'on sort forcément d'une école d'ingénieur informatique. On a appris souvent le développement, on a appris à gérer un système, on n'a pas appris à le challenger, à le tester. C'est des compétences un peu particulières qui s'apprennent rarement, malheureusement, à l'école. Ça commence. On travaille avec différents organismes pour essayer de mettre en place des formations, des cursus de formation qui amènent vers ces métiers de la cybersécurité. Mais c'est souvent des métiers qu'on apprend sur le tas, par compétences successives. Et c'est encore plus vrai pour la partie technique.
Donc, et j'imagine qu'ils sont accessibles aux hommes comme aux femmes. Ah, là, moi, je ne fais pas de distinguo. Hommes ou femmes, c'est pareil. Nous, ce qu'on cherche, c'est des gens qui sont compétents. Peu importe s'ils sont hommes ou femmes, en étant un peu cru, on s'en fiche. Dans les autres thématiques, la thématique qu'on appelle l'ingénierie sociale est l'une de celles qui peut être le plus abordable sans compétences particulières. C'est comment on exploite un petit peu l'être humain. Les failles de sécurité, elles sont techniques, mais elles sont humaines. Une campagne de phishing par mail, d'hameçonnage, on fait appel à des défauts de l'être humain. Donc, organiser ce type de campagne, organiser des campagnes d'arnaque par téléphone pour tester, organiser des intrusions sur site pour tester la résistance d'un site, savoir si on peut rentrer comme on veut, s'il y a des procédures d'accueil, de sortie. Ça demande pas de compétences techniques, ça demande un peu d'ingéniosité, un peu de curiosité, un peu de culot. Ça demande une certaine formation quand même pour ne pas faire tout et n'importe quoi. On a des règles éthiques pour le faire. Mais c'est un métier qui est extrêmement intéressant et pour lequel on ne trouve pas beaucoup de gens qui aiment aussi manipuler, j'allais dire, c'est un peu méchant à dire, mais l'être humain, pour voir comment il est faillible et même chose, apporter derrière des plans d'action. Donc, pas de formation particulière, une bonne curiosité, pas forcément non plus une formation informatique poussée. Il faut évidemment quand même connaître un petit peu, mais ça n'est pas une absolue nécessité. Et la troisième thématique, c'est la thématique organisationnelle. C'est mener ce qu'on appelle des analyses de risque, mener une société à s'organiser pour manager, gérer sa sécurité, aussi bien technique, informatique, organisationnelle, procédure, monter en compétence des personnes qui travaillent dans la société. Et là, c'est souvent des personnes qui sont un petit peu plus âgées parce qu'elles demandent une compétence et une connaissance un peu plus large, pas forcément technique, mais connaissance du fonctionnement de la société. On peut difficilement demander à un consultant en sécurité organisationnelle qu'il sorte de l'école, qu'il n'ait pas d'expérience, et d'aller expliquer à une entreprise comment elle va s'organiser pour être sécurisée. Merci Damien. Peut-être que je vais interroger par rapport aux questions qui se posent dans l'onglet questions, Thierry. Oui. Énormément de questions autour de justement de l'accès, un petit peu du niveau d'accès, de la typologie. On voit, j'accompagne des jeunes en situation de décrochage scolaire, mineurs. Je ne sais pas comment les orienter, à quel âge on peut s'orienter, comment on peut s'orienter, est-ce qu'il faut retourner en scolarité, apprentissage, etc. Par rapport à tout cet accès à ce secteur, est-ce que voilà, vous pourriez faire un petit tour d'horizon et rappeler un petit peu les différentes possibilités Oui. Oui, j'ai fait quelques éléments de réponse, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Alors, je dirais que ce n'est pas une question, fondamentalement, je pense que ce n'est pas une question d'âge ou de type de formation, de niveau de diplôme obtenu. En tout cas, quand on est décrocheur scolaire, c'est avant tout la passion qu'a le jeune, ou que ce soit une fille ou un jeune homme, vis-à-vis du numérique, avec la connotation que j'ai présentée au début de cet atelier entre utiliser le numérique et être fabricant, entre guillemets, du numérique. Parce qu'après, il y a différentes possibilités dans la région qui s'offrent et qu'on est en train d'étudier de plus près pour garantir un peu un parcours qui aboutisse à un emploi avec des écoles qui ont le label Grande École Numérique. Alors, elles n'amènent pas toutes à un métier dans le numérique. Certaines amènent à utiliser le numérique, mais pas forcément à devenir quelqu'un dans les métiers du numérique, aussi que la cybersécurité, par exemple. Vous prenez, je sais pas, l'UHA 4.0, l'école 42, la Web Academy, Metz Numérique School, enfin, c'est des écoles avec qui on étudie des partenariats pour s'assurer que leurs formations sont généralement des formations qui n'aboutissent pas directement à l'emploi. Ce sont des formations qui donnent ce que j'appelle, moi, l'acquisition des connaissances de base d'une famille métier. Donc, on apprend globalement le développement, le codage. Le codeur, c'est très à la mode. Et puis, on apprend aussi les rudiments de l'administration système réseau. Ce n'est pas pour autant que, alors prenez mes propos à 80%, évidemment, il y a toujours des exceptions, mais qu'on arrive directement, typiquement, en métier de spécialiste à la cybersécurité. Parce que pour être spécialiste à la cybersécurité, il faut au minimum avoir déjà un niveau de diplôme, licence pro, administration système réseau, et ensuite avoir fait une spécialisation sur la cybersécurité. Il en est même pour le développement. C'est typiquement, il faut arrêter de croire que parce qu'on a suivi une formation de 3 à 6 mois sur ce qu'on appelle développeur web, je voudrais juste préciser que développeur web, c'est moins de 5% des offres d'emploi. Les vrais développeurs, ce sont ceux qui développent des applications, comme tout à l'heure, le témoignage qu'on a eu du spécialiste de chez Technologie Stratégie,
Excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. Voilà. Donc, typiquement, c'est pas du tout la même chose de faire de l'application mobile que de faire une page de site web. C'est sûr que ça s'apprend plus facilement, mais ça conduit pas à beaucoup d'emplois parce qu'une agence web, ça recrute une personne tous les 18 mois, alors que des sociétés comme, par exemple, Technologie et Stratégie, ça recrute 40, 50, 70 personnes par an. Et dont une grosse partie dans les métiers du développement de l'ingénierie logicielle, qu'on soit testeur, développeur, concepteur, etc., etc. Donc, ces formations-là ont au moins le mérite d'avoir les connaissances de base pour ensuite aller vers de la spécialisation. Maintenant, il y a aussi des jeunes qui s'intéressent au numérique depuis tout temps. Il y a énormément de ressources sur Internet pour apprendre. Vous prenez Open Classroom, par exemple, qui est accessible, par exemple, gratuitement à tous les demandeurs d'emploi, mais plein d'autres sites qui permettent d'apprendre les rudiments du numérique, notamment du métier de codage, et pour ensuite raccrocher des formations alors qui sont soit dans le circuit si je puis dire, traditionnel, soit d'autres formations alternatives. On a fait une expérimentation il y a maintenant 2 ans et demi, et c'est pour ça qu'on veut la poursuivre maintenant avec la Web Academy. On avait mis sur 2 ans des personnes dont certains avaient juste un CAP, d'autres licences littéraires qui n'avaient pas abouti. Et en fait, on en a la moitié qui ont eu une poursuite positive. Certains ont repris, entre guillemets, des études en se raccrochant à un niveau, ils avaient obtenu un niveau Bac+3 et ils ont voulu poursuivre pour arriver jusqu'à un niveau de type Bac+5. D'autres ont trouvé un emploi avec un petit complément de spécialisation pour s'adapter au poste de travail. Donc, vous voyez que le parcours, on ne peut pas en faire une généralité, surtout aujourd'hui. Les personnes veulent consolider leur parcours, donc parfois elles font un Bac+2, puis elles essayent un Bac+3, et après, comme elles voient que ça va bien et qu'il y a des métiers très intéressants qui sont au-delà du Bac+3, poursuivre par différentes formes, école privée, université ou d'autres circuits, ou tout simplement en alternance ou en formation continue en entreprise pour aller à des métiers, ou à des niveaux équivalents Bac+5. Donc, c'est pour ça qu'on regarde plutôt, enfin, en tout cas, au niveau numérique emploi, chaque candidat par rapport à sa motivation, les aptitudes. Oui, il y a quelques aptitudes, mais c'est plus des aptitudes de logique, comme ça a été dit, de rigueur, de logique, d'implication, de curiosité, de savoir interpréter et apprendre par soi-même en étant encadré, que de dire qu'il faut à tout prix avoir fait des maths et des stats, ce qui est totalement faux. On a des littéraires qui s'adaptent très bien au développement d'applications, voire même mieux que certains scientifiques. Enfin, je veux dire, ça, c'est des clichés, typiquement. D'accord. Merci Thierry. Peut-être une petite question à Didier et Fadila. Quelle est pour vous la perspective d'évolution dans vos métiers, Didier? Pour moi, ça dépend de la personne. Là, on va très vite retrouver, comme c'est toujours des projets en collaboration, on retrouve très vite le choix, soit on veut se spécialiser dans le côté technique, soit rester sur quelque chose d'un peu plus relationnel, humain. Là, par exemple, très récemment, je suis devenu tech lead, technical leader, donc référent technique. Là-dessus, il y a deux casquettes. Il y a une casquette technique qui vient avec rédaction d'offres, conseiller les clients, et une autre casquette qui est humaine, qui là consiste à justement former les nouveaux arrivants. On a formé aussi l'équipe, on a le recrutement qui arrive derrière, rencontrer les candidats, faire des entretiens techniques, etc. Derrière, si on veut rester dans le trait technique, on peut toujours se spécialiser et devenir référent sur une techno en particulier. Mais voilà, ça dépend vraiment de la personne. On peut devenir architecte, se spécialiser vraiment dans la conception, dans le développement, sur l'humain, il y a tout. D'accord, merci. Et Fadila, en quelques mots aussi, l'évolution possible pour vous? Pour moi, en tant que testeur, l'évolution logique, ça sera chef de projet, donc qui épaule ou qui gère plusieurs testeurs, donc l'équipe de plusieurs testeurs. Et donc après, bien sûr, après plusieurs années d'expérience, la suite logique, c'est être chef de projet. D'accord, merci. Et Damien, on avait une question dans le fil là, de savoir un petit peu quel avait été votre parcours. En fait, c'est vrai que je l'ai demandé au précédent témoin, mais pas à vous. Le parcours a été, j'ai un parcours classique en informatique. J'ai une formation informatique de base d'un BTS sur les infrastructures informatiques. Ensuite, j'ai été ingénieur système. Donc, j'ai fait des installations d'infrastructures serveurs
Windows, mise en œuvre de serveurs, de postes de travail. J'ai évolué assez rapidement vers des fonctions de chef de projet sur des environnements d'infrastructures un peu plus complexes et en gérant des équipes. Et en fait, au fur et à mesure, en gérant ça, quand on met en place des infrastructures, on essaye de les sécuriser. Et c'est par là qu'on est arrivé sur le métier du conseil et notamment sur la cybersécurité depuis maintenant quelques années. Mais à la base, je n'ai pas une formation en cybersécurité. Je ne suis pas un développeur, donc je n'assure pas pour ma part les tests techniques. Je suis plus spécialisé dans la sécurité organisationnelle ou ingénierie sociale, manipuler l'être humain, comme je disais tout à l'heure. Mais c'est voilà, c'est des métiers qui sont passionnants. C'est des métiers qui sont, si on a une grande curiosité, si on a envie de creuser, de chercher, de trouver des failles. C'est un peu comme le métier de testeur de Fadila. Voilà, on cherche des petites failles, on montre comment on peut les exploiter et on montre surtout derrière, en conseil, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la sécurité. Et ça a quelque chose de très satisfaisant de montrer à une société comment elle peut s'améliorer en termes de sécurité. Alors, je crois qu'on a perdu M. Van Felt, mais peut-être que Pôle emploi pourra répondre. Il y a une question autour des offres d'emploi dans le Grand Est, ou est-ce qu'il faut s'exporter sur d'autres régions, ou est-ce que, bon, on l'a vu dans le cadre des… Thierry, revoilà Thierry. Peut-être Manuela, oui. Par rapport aux offres d'emploi dans le Grand Est, c'est vrai que on a montré qu'il y avait quand même des recrutements qui allaient se faire dans le Grand Est sur les années à venir, pour les 4-5 ans. Oui, tout à fait. Je crois qu'il faut se dire qu'effectivement, la région peut et apporte des recrutements certains dans ces secteurs-là. Par contre, effectivement, comme a pu le dire Marie-Luce aussi lors de sa présentation, évidemment, nous, on vous a présenté que les chiffres de Pôle emploi, c'est-à-dire les entreprises qui nous déposent les offres d'emploi. Et on sait, et M. Van Felt va nous le confirmer, c'est que les entreprises de ce secteur passent évidemment par d'autres voies de diffusion des offres, notamment LinkedIn, je crois, qui est effectivement très, très utilisé. Donc, voilà, là, on peut effectivement, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on n'est pas obligé de changer de région aujourd'hui pour trouver un travail dans le Grand Est. On a besoin de main-d'œuvre, je dirais, dans ce secteur-là, et M. Van Felt va nous le confirmer. On a vu les différents métiers classés en 5 catégories, et puis la catégorie qui recrute notamment le plus dans la présentation de M. Van Felt. Donc, oui, il y a des offres dans la région. Oui, je pense que toutes les régions de France, pour ne pas dire la plupart des pays d'Europe, ont la même problématique pénurique vis-à-vis du numérique, voire plus loin. On voit certaines compagnies américaines venir faire ce qu'on appelle du offshore, c'est-à-dire faire du télétravail à très longue distance en recrutant des gens, notamment j'ai eu récemment un exemple de gens qui ont été recrutés à Mulhouse avec des contrats de travail américains qui travaillent depuis chez eux pour les USA. Donc on est devenu le offshore des USA, alors que nous avons fait à un temps donné du offshore dans des pays du Maghreb, en Inde, dans les pays de l'Est, etc., etc. Alors, soit pour des raisons de coût, soit pour des raisons de pénurie de ressources. Je crois que le point principal, c'est, alors j'insiste là-dessus, alors évidemment, ça frustre un certain nombre de candidats qui se disent, oui, mais moi, je ne veux pas faire une étude, je ne veux pas faire plus d'1 an ou 2 ans de formation. Bon, nos métiers ne sont pas des métiers qui s'apprennent en quelques mois. Donc, vous voyez dans le chat un certain nombre de sites cités où on apprend à faire du numérique, où vous apprenez les bases du numérique. Il ne faut pas croire qu'avec ces sites-là, vous allez trouver un emploi dans le numérique. Ça, c'est un leurre qu'il faut vraiment s'enlever de la tête, parce que le nombre de mails que l'on reçoit de candidats qui disent « Ah mince, je pensais que j'allais trouver un métier et j'en ai pas trouvé, pourtant j'ai suivi telle et telle formation », eh bien oui, parce que globalement, la majorité nécessite d'être formée de manière plus ou moins longue, y compris continuer à se former en entreprise, que notre secteur fait largement avec le soutien financier de l'OPCO, parce qu'on a quand même des niveaux de remboursement des formations des salariés qui sont assez élevés. Voilà, donc je pense qu'on en a besoin évidemment dans la région. Maintenant, il faut un minimum de mobilité, oui, parce qu'il n'y en a pas dans tous les villages, au fin fond de chaque ruralité du Grand Est, même si avec le télétravail, on arrive quand même de plus en plus à pouvoir faire travailler les gens chez eux. Maintenant, il faut un minimum de présence aussi en groupe à certains moments. Et puis alors, il y a effectivement des métiers plus demandés dans des régions que d'autres. Je veux dire, à un moment donné, c'était la mode de vouloir devenir développeur de jeux vidéo. Alors, notamment chez les jeunes, parce qu'ils jouent aux jeux vidéo, ils voient ça, ils trouvent ça sympa.
ceci étant dit, entre jouer et produire, il y a un très très gros écart, parce que s'il y a bien un domaine où il faut avoir l'esprit pour le coup un peu physique, maths ou autre, c'est le jeu vidéo, parce qu'il faut se projeter en 3D. La difficulté, en fait, quand je voyais notamment les sites qui passaient dans le chat, c'est que ce sont des sites qui apprennent à faire du copier-coller de code pour arriver à produire une page web. Tout ça, c'est bien, mais là, vous n'êtes pas dans la conception. Vous êtes dans la réalisation, sachant que quelqu'un a conçu pour vous. Or, aujourd'hui, dans nos métiers, on demande aux gens de concevoir et de développer en même temps. La phase où il y avait des concepteurs d'un côté, dans ce qu'on appelait les analystes, dans mon temps, c'est 30 ans que je fais du numérique, il y avait les analystes et les analystes programmeurs ou les programmeurs. Donc, il y a ceux qui analysaient et qui disaient aux autres comment on code. Ça n'existe plus, c'était il y a 30 ans. Aujourd'hui, on analyse et on code dans la foulée par rapport à l'expression de besoin qu'un utilisateur vous a donnée. Donc, si on n'est pas capable de concevoir et d'avoir appris les méthodes de conception, alors on a une vraie difficulté pour aboutir à ces métiers. Et tous les sites et toutes les auto-formations qui existent sur le web apprennent juste à coder, donc à programmer et pas à analyser. Et c'est une vraie difficulté. Et le gap entre un bac plus 2, entre guillemets, ou un niveau de type 5 et un niveau de type 6, c'est qu'entre le niveau 5 et le 6, c'est là qu'on apprend les techniques de conception. Et donc, c'est vrai que c'est une petite barrière pour certaines personnes qui ne se sentent pas dans la conception. Chacun a ses trucs. Il y en a qui ne se sentent pas dans tel et tel type d'activité ou autre. La conception, c'est pas donné à tout le monde et ce n'est pas une question d'élitisme ou autre. C'est une tournure d'esprit qu'on a ou qu'on n'a pas. Et ça, ce n'est pas propre d'ailleurs, je veux le redire une énième fois, au fait d'être homme ou femme, parce qu'il n'y a aucun métier qui ne soit pas accessible à une jeune fille ou une femme dans le numérique. Donc, donc, il faut donner envie, mais il ne faut pas rêver non plus. C'est ce que vous dites aussi, Monsieur Von Feld, c'est ça? Oui. Il faut se former. En fait, il faut se former. Il faut aussi penser peut-être formation tout au long de la vie, en tout cas. Et on peut y arriver par étapes aussi. C'est peut-être ce qu'on peut comprendre. J'ai bien compris parce que je suis aussi un peu novice, mais c'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est exactement comme ça. Je pense qu'il est passé le temps. Il y a 20 ans, vous aviez la voie royale, il fallait avoir fait un bac C, voilà, et puis après faire une école d'ingénieur informatique. Je fais à peine caricatural. Ça, c'était quand j'étais jeune. Bon, je ne le suis plus du tout. Et donc, aujourd'hui, on constate, et les entreprises ont du mal avec ça, parce qu'on constate que les jeunes, comme je le disais tout à l'heure, ils vont y aller par petits sauts. Ils vont essayer un truc, ça va marcher, ça va leur plaire, ils vont continuer, etc. Alors, ça commence déjà avant le bac. Et ce qu'on baptise des décrocheurs, qui est un terme qui n'est pas top, mais ils y vont aussi à leur mode. Et puis à un moment donné, moi j'en ai rencontré, j'ai rencontré notamment dans cette expérimentation un CAP pâtissier qui disait j'ai pas fait du numérique parce que mon prof de maths m'a dit que j'étais nul en maths et que je pouvais pas faire du numérique. Mais moi quand j'entends ça, mais ça me fait hurler. On l'a retrouvé 10 ans après, il a fait le numérique et par petits pas, il est arrivé dans un métier qu'il avait envie de faire depuis tout jeune. Alors, c'est un peu caricatural ce que je dis, même si c'est un cas réel. Voilà, mais il faut s'habituer. Et quand je dis il faut, c'est les entreprises aussi, à ce que tout le monde n'a pas obtenu un bac ou un diplôme d'ingénieur. Les gens, à partir du moment où ils ont des compétences numériques et un peu d'expérience, c'est ça qui compte. Et tout le programme d'accompagnement numérique emploi, il est basé là-dessus. Alors, on essaye d'amener un minimum de certification au diplôme parce que les recruteurs, ils sont toujours un peu dans cette logique de à minima, c'est quoi le diplôme et c'est quoi l'expérience. Mais on n'arrête pas de dire à nos entreprises, changer un peu de méthode d'analyse des candidatures, parce que sinon, vous ne trouverez plus le mouton à 5 pattes qui connaît toutes les technologies, qui a 7 ans d'expérience et qui a bac plus 5, il n'existe plus. Si on le cherche, on le pique chez le voisin et ça fait une hausse de salaire de 20%. Ce n'est pas bon du tout économiquement parlant. Alors, en vous entendant et par rapport aux questions, ça veut dire qu'effectivement, il peut y avoir des métiers… plus, Laurence. Alors, pendant que Laurence ne peut pas parler, je vais poser une question sur le technicien de maintenance. Ah, pardon, mais on ne t'entendait plus, excuse-moi, Laurence. Non, mais parce que je vois de façon récurrente, il y a plus, sur le technicien de maintenance, et je veux poser la question aussi à M. Von Feld, parce qu'on a aussi beaucoup de demandeurs d'emploi qui s'inscrivent encore sur ces métiers-là. Donc, la question, est-ce que ça recrute, et ça recrute encore beaucoup ou pas? Oui, ça recrute. Alors, beaucoup, moins que d'autres métiers. Le beaucoup ne veut rien dire dans l'absolu. Ça recrute toujours parce qu'il y aura toujours besoin de techniciens qui font qu'avec les supports informatiques que nous utilisons, que ce soit un PC, une tablette, un téléphone mobile, vous voyez bien tous, on le vit, que ça devient toujours un peu plus compliqué. Donc, il y en a toujours besoin, mais avec toujours justement cette compétence un peu plus poussée. Le technicien de maintenance qui fait juste la réparation d'un PC qui tombe en panne, c'est un métier qui disparaît, vu que les PC sont de moins en moins. Alors,
malheureusement pour la planète, mais réparable. C'est-à-dire que votre PC ne marche plus, on en change, terminé. On le recycle, j'espère, et on en change. Mais par contre, le paramétrer, le connecter au Wi-Fi, le connecter à un cloud quelconque, à Google, à tout ce que vous voulez, avec tous les paramètres et les options qu'il faut, la sécurité, voilà, ça, c'est des métiers de proximité dont nous avons toujours besoin, qui s'opèrent d'ailleurs soit à distance, puisqu'on sait faire de plus en plus de choses en examen à distance, ou du helpdesk, des conseillers au téléphone, mais aussi de la présence sur site. Et souvent, ce sont des personnes qui, après, quand ils y prennent goût, vont justement passer à la marche d'après, qui est de continuer leur formation, alors soit dans l'entreprise, soit en arrêtant et en se formant voilà, avec leur CPF ou autre, pour arriver sur un cran au-dessus qui est administrateur système réseau de serveurs qui sont en entreprise ou de plus en plus dans le cloud et qui un jour, comme Damien l'a dit tout à l'heure, vont dire la cybersécurité, ça m'intéresse, j'ai déjà le bagage pour, donc je rajoute une corde à mon arc, une spécialisation de cybersécurité au sein de la famille métier qui fait en gros administrateur système réseau. Donc on ne peut pas opposer en disant ces métiers n'existeront plus. Maintenant, c'est sûr qu'il ne faut pas faire croire que tout le monde va trouver un poste dans ce métier-là parce que il y en a moins qu'avant. C'est comme les community managers. À un moment donné, tout le monde voulait se former au community management. C'est un métier qui tente à disparaître, remplacé par de l'intelligence artificielle et le chatbot que vous avez sur tous les sites web. Il n'y a personne derrière un chatbot. C'est de l'intelligence artificielle qui sait très bien répondre correctement sur certains types de questions. Ça remplace, Dieu merci, pas encore le cerveau humain. Alors, voilà, maintenant, on a besoin d'autres formes, justement, c'est de paramétrer les chatbots. Thierry, je voudrais revenir sur une question qui a l'air d'être une préoccupation quand même dans l'onglet. C'est du coup, est-ce qu'il y a quand même des métiers qui sont accessibles à des jeunes ou moins jeunes qui ne pourraient pas accéder à un niveau supérieur, à un bac ou autre? Est-ce qu'il y a quand même des métiers de base, sans être péjoratifs, qui peuvent être accessibles dans le numérique et du coup, j'allais dire, on entend bien monter étape par étape, mais il faut bien un moment entrer aussi dans l'entreprise, voilà, sur un métier. Est-ce qu'il y a des métiers de base sur lesquels on peut entrer sans trop de qualifications? Alors Thierry, si tu me permets, je vais juste prendre la parole 2 secondes parce qu'effectivement, il y a un métier dont on a très peu parlé. Thierry vient de l'évoquer à l'instant, je vais juste m'appesantir un peu dessus. C'est le métier de technicien pas maintenance, mais technicien support sur les centres d'appel, ce qu'on appelle les services desk pour les clients. C'est un métier qui est aussi en forte tension. On recherche pas mal de monde et c'est un métier où on peut très facilement évoluer. C'est un métier qui ne demande pas une formation très importante. Ça demande d'être à l'aise avec un outil informatique, de savoir ce que c'est qu'un PC, de savoir ce que c'est qu'une suite bureautique. Il ne faut pas être un béotien, mais par contre, c'est un métier qui ne demande pas de compétences ou de formation extrêmement complexe. En revanche, comme l'a dit Thierry, c'est un métier qui, quand on est curieux, nous, on a beaucoup au niveau de nos centres d'appel chez nous, on a un plateau où on a à peu près une trentaine de personnes. Pas mal de ces personnes-là ont ensuite évolué de techniciens support niveau 1, niveau 2, sont passés sur des techniciens réseau et pour certains, je pense à 2 d'entre eux, sont en train de faire leur formation d'ingénieur système. Ingénieur système en informatique ne veut pas dire qu'on suit une école d'ingénieur. Le titre est un peu galvaudé, on ne devrait même peut-être pas l'utiliser, mais c'est la terminologie dans le métier. C'est un administrateur système, quelqu'un qui est capable de paramétrer, d'installer des infrastructures. Donc il y a une suite logique avec des formations continues. Et pour des gens qui sont curieux, et qui veulent démarrer par le support utilisateur, derrière, en 2 à 3 ans, on peut évoluer vers des métiers de technicien réseau et pour ceux qui veulent aller encore un petit peu plus loin, d'administrateur système au réseau. Mais le point d'entrée de diplôme qu'ils auraient ou qu'ils ont chez vous, Damien, c'est quoi? Ils n'ont pas le bac ou... Alors, pour les supports utilisateurs, on en a quelques-uns qui n'ont pas le bac. On en a qui ont des diplômes qui n'ont rien à voir avec l'informatique, mais qui sont informaticiens, je dirais, on qualifie d'informaticiens parce qu'ils savent utiliser correctement un ordinateur et qui viennent au support. Souvent, c'est pas par choix, toujours, c'est parce que on a besoin d'avoir un job. Certains se découvrent comme ça. Donc, des gens qui n'ont pas le bac, des gens qui ont un bac plus 2, mais pas forcément informatique. On a des gens qui ont un bac plus 2 marketing. Ça n'a rien à voir avec l'informatique, mais ils sont très à l'aise avec l'outil informatique, l'utilisation au jour le jour, et ils ont une compétence qui est très bonne, c'est de savoir répondre au téléphone, d'être communicant, de savoir prendre en charge un client, un problème, et de lui apporter une réponse.
Et c'est pas une réponse technique, on ne demande pas de paramétrer un protocole, une imprimante. Souvent, c'est j'arrive pas à me connecter à Internet, mon imprimante ne fonctionne plus, pourquoi mon écran s'allume pas, pourquoi il y a un message sur mon serveur ou sur mon poste pardon, de travail qui me dit vous n'êtes plus connecté au réseau. C'est ce genre de choses qu'on peut avoir. Et ensuite, au fur et à mesure où les gens deviennent à l'aise, ils prennent en charge du support, ce qu'on appelle de niveau 2, qui nécessite un petit peu plus de réflexion, un peu plus de compétences, mais on les accompagne et on les forme au fur et à mesure. Oui, c'est pour ça que je disais que c'est plus avant tout l'aptitude et surtout la motivation et l'intérêt qui va compter avant vraiment le niveau de diplôme. Après, il ne faut pas s'attendre non plus à avoir une personne qui décroche déjà au niveau du collège, quoi, je veux dire. Hormis une ou deux personnes un peu exceptionnelles, ça va plutôt des décrocheurs de type lycéen, quoi, qui décrochent à partir de seconde ou autre. Merci Thierry. Alors, peut-être une dernière question avant de passer la parole au témoignage suivant. Simplement, on nous demande sur les entreprises dans le Grand Est, est-ce qu'on en trouve de façon, est-ce qu'elles maillent le territoire de façon un peu équitable sur l'ensemble du Grand Est, les entreprises du numérique, ou est-ce qu'il y a effectivement peut-être des territoires un peu plus fournis que d'autres? Alors, je renverrai sur la fiche, alors je ne sais pas où est-ce qu'elle est publiée, mais la fiche d'études qui a été faite dans le cadre du Code numérique, je vous fais les chiffres de mémoire. Hein. Le plus gros bassin d'emploi sur le Grand Est, c'est l'Eurométropole de Strasbourg avec 34 ou 35% des métiers du numérique. Ensuite, on a Nancy et Metz qui chacune représentent environ 20 à 22%. Alors oui, déjà, une fois que j'ai fait la somme de ces trois-là, on est déjà à 70 ou à 75%. Donc, ce qui veut dire que le reste du territoire du Grand Est, c'est de l'ordre de 3 à 10% selon les agglomérations, en fait. Alors, de fait, dans l'ordre, effectivement, on est plutôt beaucoup moins. C'est 15% des salariés du secteur numérique qui sont en Champagne-Ardenne. D'accord, merci. Et puis la toute dernière, on en a parlé un petit peu par rapport aux stages, notamment aux stages découvertes, aux personnes qui voudraient. Est-ce que ces entreprises, je ne sais pas, chez Didier, Fadila ou Damien, est-ce qu'il y a des stagiaires qui viennent, même dans le cadre de découverte, simplement troisième, ou est-ce que c'est quelque chose de compliqué d'accueillir des stagiaires? Les stagiaires découvertes troisième, c'est compliqué dans nos secteurs parce que, vous voyez, la plupart des entreprises ont leurs collaborateurs qui sont chez les clients, dans les entreprises. Et donc, mis à part les éditeurs de logiciels ou les centres de services, comme évoqué Damien, il n'y a pas forcément beaucoup de collaborateurs dans ces entreprises. Et les stages de troisième, c'est une semaine, c'est assez compliqué de les faire passer dans différents services. Donc, ça se fait à la marge. On a un site national, j'ai vu la question, je vais y répondre au niveau d'un site qui a été créé par Numéum, enfin ex-Syntec Numérique. Ça marche moyennement bien. Le mieux, c'est encore les réseaux, entre guillemets, le réseautage local pour connaître effectivement des entreprises qui accueillent. Après, on est plutôt sur les stages dans le numérique, c'est minimum 2 à 3 mois, on va dire, pour qu'il y ait un vrai intérêt, parce que ce n'est pas un métier qui se découvre comme ça. Donc, on sait qu'on a une difficulté sur l'accueil des stages troisième. C'est pour ça qu'on décide de faire plutôt des vidéos ou d'autres formules, webinars ou autres de découverte, parce que sinon, c'est assez compliqué. C'est un des freins qu'on a pour attirer les jeunes dans nos... Et sur les demandes de métiers, vous avez le site de l'OPIEC, je pense que c'est dans les fiches ressources. Sinon, dans le chat, je vous mettrai le lien. Il y a aussi une carte interactive qui montre à peu près les types de métiers par niveau de diplôme attendu dans la région. Après, c'est une statistique moyenne, donc ce n'est pas tout à fait exhaustif. Oui, merci Thierry. Je vais être obligée de vous laisser, de remercier les professionnels et en tout cas, n'ayez crainte, toutes les questions qui ont été posées dans l'onglet questions et qu'on n'aurait pas répondu. On enrichira le document support avec à la fois les liens qui nous ont été donnés et puis des réponses. Donc voilà, on essaiera d'apporter. Et puis, je laisse tout de suite la parole peut-être à Manuela et Grégory pour la suite. Oui. Voilà. Oui, merci Laurent. Et nous accueillons donc Grégory Weber, un collègue de Pôle emploi. Ça nous a paru intéressant en tout cas de faire témoigner Grégory qui travaille donc dans le Haut-Rhin, dans le 68, qui va nous parler un peu de l'organisation de l'équipe Team numérique qui a été mis en place. Alors ça nous a paru intéressant dans le sens échange de bonnes pratiques et puis dans les actions peut-être que
que Grégory va nous expliquer également ce qu'ils ont pu mettre en place à l'occasion de la création de cette team numérique. Alors, Grégory, tu peux nous en dire un peu plus sur l'organisation justement de cette team numérique? Oui, donc Grégory Weber, effectivement, je suis responsable d'équipe à Mulhouse et je porte la branche du numérique pour tout le département 68. Donc, on est organisé dans le sens où on a 2 conseillers par agence, donc ça représente à peu près 20 conseillers qui sont en charge du numérique pour le département et que nous impliquons dans le diagnostic territorial et que nous faisons participer à l'anticipation des besoins de formation dans le domaine du numérique. Voilà, donc c'est un peu l'objet de notre activité sur le numérique. Quel type d'action vous avez pu déjà mettre en place, Grégory, du coup, sur le Haut-Rhin avec cette team numérique? C'est intéressant de partager ces actions-là. Alors en 2021, l'événement, on va dire, marquant, ça a été l'organisation l'événement Déclic numérique qui s'est déroulé à Mulhouse en juin dernier et qui était porté par l'association Diversiday en partenariat avec Pôle emploi et la communauté de communes de Mulhouse. Voilà, et donc qui était un événement 100% numérique pour justement ce fameux déclic sur les métiers du numérique qui s'adressait, on va dire, principalement aux personnes des quartiers prioritaires de la ville, aux jeunes sans diplôme et aux femmes. Voilà, donc c'était un petit peu le sourcing qu'on a fait pour cet événement. Donc on a eu 900 connexions en tout par rapport à l'événement. Et sur 15 jours, il y a eu des ateliers, des ateliers en ligne, donc où les demandeurs d'emploi ont pu participer pour découvrir un petit peu ce qu'étaient les métiers du numérique. Et pour leur expliquer qu'il y avait aussi des accès sans diplôme, ou en tout cas sans diplôme dans le numérique, voilà, pour ces métiers-là. Donc ça, c'était vraiment l'événement principal pour 2021. Suite à ça, on a eu un salon de la formation sur le numérique qui a eu lieu aussi à Mulhouse, là cette fois-ci en physique, et ensuite un salon en ligne pour le recrutement. Donc, voilà, ça c'était l'événement 2021. Et grâce à ça, on a pu étoffer notre réseau de partenaires et proposer une animation dans un premier temps pour nos correspondants du numérique sur le département, afin de les acculturer à tous les métiers du numérique. Donc, on a eu la chance de visiter donc cette fameuse école 42 à Mulhouse, qui a fait sa première session au mois de novembre, où on nous a expliqué effectivement tout ce qui se passait dans cette école 42. Et ce que disait Didier tout à l'heure sur apprendre à apprendre, en fin de compte, c'est ce que nous disaient les responsables de cette école, de cette piscine, en fait, compte, que on apprenait aux gens à apprendre tout au long de leur vie, tout au long de leur parcours. Voilà, on a aussi eu une intervention avec Epitech pour en tout cas un panel de formation sur le numérique. Donc tout ça pour nous acculturer à tous ces métiers du numérique. Voilà, donc ça c'est un petit peu ce qu'on a vécu depuis le mois de septembre dernier sur le monde du numérique. Oui, alors on entend bien, Grégory, il y a 2 choses, je pense. C'est effectivement aussi monter en compétence la connaissance que nous avons des métiers du numérique au niveau des conseillers Pôle emploi et puis d'autres, je crois, d'autres collaborateurs sur le territoire, puisque vous travaillez en partenariat avec d'autres institutions. Me semble-t-il, tu vas me le confirmer, mais vous travaillez avec la mission locale, vous travaillez avec d'autres partenaires sur ces actions-là. Et puis, je vois la deuxième chose, c'est aussi comment orienter les demandeurs d'emploi, du coup, à travers des clics numériques, à travers la connaissance que vous avez des écoles présentes sur votre territoire. Est-ce qu'avec l'arrivée de cette team numérique, est-ce que tu ressens déjà cette montée en connaissance sur les métiers? Alors, il y a 2 choses. Effectivement, on travaille notamment actuellement avec Sémaphore, donc à Mulhouse, et avec monsieur Nico qui a créé ce qu'on appelle la NUBMAP, c'est-à-dire un outil qui permet aux demandeurs d'emploi et aux professionnels de faciliter l'accès à toute l'offre de services autour du numérique
sur Mulhouse. Voilà, donc ça, on est en train de travailler avec donc Pôle emploi, la région et Sémaphore à actualiser cet outil afin de faciliter la vie des professionnels autour du numérique. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, sur la, comment dire, la connaissance du numérique, enfin autour du numérique par rapport aux conseillers Pôle emploi, effectivement, on a quelque chose qui est quand même nettement plus riche que ce que ça a pu être. On s'est rendu compte au démarrage qu'effectivement, on avait un décalage dans les connaissances, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient très pointus en termes de numérique, mais certainement liés à leur pratique personnelle, et des personnes qui ne connaissaient pas du tout le monde du numérique. Et comme c'était quelque chose de très vaste, le fait de rencontrer des professionnels du numérique nous a permis de rééquilibrer tout ça. D'accord, merci Voilà. Grégory. Vous avez également des actions pendant la semaine du numérique là que vous proposez en fait, en tout cas sur le territoire de Mulhouse? Oui, donc on a 2 webinaires actuellement donc sur cette semaine du numérique. Un webinaire sur la e-réputation, un autre du coup qui est animé sur la découverte des métiers du numérique, avec du coup l'association Diversiday qui nous rejoint de nouveau, mais là pour une action autour des demandeurs d'emploi. Et puis on va avoir 2 ateliers en présentiel animés par l'école Epitech, en tout cas par les stagiaires, qui vont en tout cas venir en agence Pôle emploi et pour initier quelques demandeurs d'emploi au codage. Voilà, pour pouvoir donner envie aux demandeurs d'emploi de venir sur les métiers du numérique. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on propose sur cette semaine. Merci Grégory pour ce témoignage, j'espère intéressant pour les participants du webinaire, et voilà, on souhaitait effectivement partager alors l'organisation à la fois autour d'une team numérique et qui permet justement de créer cette énergie et cette dynamique autour de ce secteur, et puis l'appropriation effectivement d'un même niveau d'information par l'ensemble des collaborateurs en interne mais aussi vers l'externe. Et puis voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions, mais en tout cas n'hésitez pas à nous poser des questions sur l'organisation qu'a mis en place l'Euro 1. Je ne sais pas si tu voulais encore rajouter quelque chose, Grégory? Non, je crois que j'ai fait le tour. Je te remercie, Manuela. Super, merci. Merci. On arrive. Oui, merci Grégory. Manuela, oui, on arrive à la fin. Alors effectivement, oui. Il y a 2-3 réflexions. Oui, il y a d'autres choses qui se passent. Là, c'était un témoignage d'un territoire avec une démarche particulière, bien sûr. Dans le réseau des missions locales, il y a aussi des choses qui se passent. Là, je voyais passer les missions locales qui disaient il y a aussi d'autres choses qui se passent, bien évidemment, sur le territoire. Sûr. Oui. Il y a de nombreuses actions qui se passent à un niveau territorial portées par des missions locales ou autres. Et bien évidemment, voilà, là, c'était effectivement un témoignage intéressant d'une team puisque ça regroupe et en partenariat avec effectivement les partenaires du territoire, la région, Pôle emploi, etc. Donc, c'était plutôt une illustration, mais bien évidemment, il existe d'autres choses. Peut-être rapidement, Marilus, on va peut-être quand même passer sur les ressources. Alors, je demanderai à Valérie de publier le petit sondage avant que tout le monde ne quitte à la fin. Là, si vous voulez bien prendre quelques minutes pour répondre au sondage qui va être publié dans l'onglet sondage. Pendant ce temps-là, assez rapidement, donc vous verrez sur le support qui vous sera remis et qu'on enrichira peut-être avant de le remettre en ligne, un certain nombre de liens vers justement des métiers dont on a parlé et puis des ressources. Donc, on ajoutera également tous les liens qui ont pu être mis dans le chat et dans l'onglet questions pour enrichir encore cette partie ressources. Simplement pour rappeler que effectivement et très rapidement au niveau de la région Grand Est, comme le fera après Pôle emploi, on a notre outil, un portail Orientest sur lequel vous retrouverez aussi des informations, donc pas propres au secteur du numérique, mais dont le secteur du numérique, avec l'agenda, avec tous les événements, métiers, emploi, formation, dont ceux du numérique, des ressources métiers, l'annuaire. Simplement, peut-être le zoom que je voulais faire aujourd'hui, c'était plutôt sur ce salon qu'on va avoir au mois de mars
du coup sur Tous formés, tous informés, Cap vers l'emploi, qui est un salon où on va parler formation continue pour demandeurs d'emploi, jeunes en mission locale, etc., avec des entrées par territoire et sur lequel on pourra peut-être retrouver des métiers du numérique et des entreprises qui peuvent peut-être proposer soit des stages, soit des emplois dans le numérique. On est en train d'organiser ça avec les territoires des maisons de région. Et puis, simplement rappeler effectivement, s'il y a des personnels plutôt de l'éducation nationale, que mets le cap sur ton avenir, donc le guide post-bac est sorti et donc en ligne sur notre site, le guide 2022, donc avec l'ensemble des informations pour s'orienter post-bac. Et puis, juste zoomer également sur la nouvelle plateforme Expérience Pro. Vous avez peut-être vous avez peut-être vu le lancement la semaine dernière ou il y a 15 jours. Donc, une plateforme dans laquelle on recense l'ensemble des stages, des premières expériences, des jobs, des saisonniers, etc. Donc, à la fois des candidats qui cherchent, mais également des entreprises qui offrent, qui inscrivent leurs offres sur ce site. Donc, c'est l'ancien site qu'on appelait apprentissage, qui maintenant s'est largement ouvert vers les jobs étudiants, les services civiques, etc. Donc, n'hésitez pas, vous avez là le lien à aller consulter. Donc, c'était surtout ça sur lequel, par rapport à ce qui était récurrent habituellement, sur lequel je voulais revenir, qui était un peu plus nouveau. Et je laisse la parole, donc toujours nos sites, continuez à nous suivre sur nos réseaux sociaux, voilà, pour avoir de l'information. Et Marie-Luce, je te laisse la parole. Oui, je vais continuer sur les ressources que vous allez pouvoir trouver dans le support, mises en place par Pôle emploi. Alors, vous verrez sur pôle emploi.org. Donc là, j'ai identifié quelques liens qui sont intéressants, un éclairage synthèse, et puis aussi une infographie là sur les métiers du numérique et les opportunités d'emploi. Sur pôle emploi.fr, vous verrez, il y a un portail spécialisé et un dossier dédié. Et puis, vous avez accès aussi sur YouTube avec le lien là sur la nouvelle web-série de Pôle emploi qui est dédiée aux métiers du numérique. Toujours le site Stat Emploi Grand Est pour avoir des informations plus précises sur les offres déposées par secteur, par territoire, etc. Le site bien connu, l'information sur le marché du travail, pour avoir là aussi, c'est pareil, des informations plus précises sur les métiers, les modalités de recrutement, la temporalité de recrutement, les salaires pratiqués et ainsi de suite, toujours dans les métiers, là pour le coup du numérique. Et puis pour les conseillers Pôle emploi, petit rappel, un portail dédié, portail de ressources, et puis avec une focale là sur les ressources propres aux métiers du numérique. Voilà pour faire très vite. Et puis on va terminer sur les perspectives, les prochains ateliers sectoriels, donc toujours en partenariat avec le Conseil régional, la semaine prochaine déjà, les métiers de l'artisanat. Le 8 mars sur les métiers de l'hôtellerie-restauration, et puis alors un projet le 29 mars sur les métiers du machinisme agricole, peut-être plus avec d'été le 51, le territoire de la Marne, où ce serait plutôt, voilà. plutôt comme ça. En tout cas, un peu comme on a eu le témoignage de la team, là, voilà, peut-être un témoignage un petit peu issu aussi du terrain, c'est toujours intéressant. Et d'ailleurs, on a vu dans l'onglet questions qu'il y avait énormément de questions sur cette team numérique, transférable à d'autres territoires et associée d'autres partenaires. Donc, je pense que, en tout cas, Asiam, Manuela et puis Grégory reviendront peut-être vers vous par rapport effectivement, voilà, en disant il y a Sémaphore, mais il y a d'autres missions locales qui existent aussi et comment elles peuvent être partenaires de cette team. Donc voilà, je pense que des contacts pourront être pris en tout cas suite à ce webinaire. Je tiens à remercier tout particulièrement tous les intervenants et les professionnels qui se sont mobilisés. Et puis, je vais laisser le mot de la fin à Laurence Maréchal et peut-être Thierry Bonfeld. Laurence? Oui, eh bien, j'ai fait l'introduction, je fais la conclusion. Eh bien, effectivement, merci à tous les intervenants. Leurs propos ont été riches et très intéressants. On l'a vu aussi par le nombre de questions qui ont été posées avec des questions très pertinentes. Donc, merci à vous tous. Et nous espérons effectivement que maintenant, vous avez plus de connaissances et développer votre niveau, vous vous êtes acculturé sur les métiers du numérique et continuez à participer aux autres événements qui ont lieu durant cette semaine du numérique.
À vous Thierry, pour terminer. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité, de nous avoir laissé la parole. Je sais que ce n'est pas simple et que certaines ont encore pas mal de questions. J'ai vu beaucoup de réactions effectivement au niveau de questionnements et c'est logique au niveau des missions locales. Donc, c'est un point d'attention qu'on aura bien sûr avec Pôle emploi et la région, que dans les plans et les plans d'action qu'on veut déployer, on voit comment mettre en réseau les missions locales et les intervenants qu'on a, notamment au niveau du dispositif numérique emploi, pour n'oublier personne. Voilà, et puis l'Escape Game visiblement a suscité beaucoup d'intérêt. Alors, on n'a pas des dizaines de kits, en tout cas pour cette année, mais on va étudier le sujet et pour répondre au mieux à ces ateliers un peu plus sur le terrain dès que les conditions sanitaires nous le permettront, pour effectivement faire découvrir ces métiers qui sont d'ailleurs en renouvellement constant, d'où l'intérêt de faire sous des formes diverses et variées, de l'information auprès de tous les personnes qui étaient participantes aujourd'hui et vos collègues sur ces métiers du numérique qui ne cessent d'évoluer et avec, là, on en est sûr, une croissance forte dans les recrutements dans les années à venir. Voilà, écoutez, merci beaucoup de votre écoute. Merci aussi à Julie, pardon, puis Damien, Didier, Fadila. Hein, c'est vrai que c'est un exercice aussi qui n'est pas facile, hein, s'exprimer devant autant de personnes. En tout cas, merci de vous être prêtés à l'exercice, hein, et puis du temps que vous nous avez tous consacré. En tout cas, encore merci à vous. Mais de rien. Merci à vous. Et on a tout le timing. En plus, c'est exceptionnel. Alors là, c'est même inattendu. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir à tous. Tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir à tous. Merci, Au revoir. au revoir. Au revoir.